Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Et vous écoutez Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Hey, salut. Bien le bonsoir, c'est le fun de rentrer, pas de problème technique aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est toujours mieux quand ça fonctionne. Quand ça marche pas, c'est un peu plus plate. Hey, je suis content de vous voir les boys, surtout qu'on a eu une activité cette semaine, ce qui est quand même ce qui était rare dans la dernière année, mais qu'on peut recommencer tranquillement pas vite. Va manquer maintenant les conventions, les game over de ce monde, puis les sorties. On est allé à Québec, je pense que ça fait quoi, 2 semaines? Oui, exactement, à peu près 2 semaines, oui. Ça a fait du bien. La fois qu'on est allé dîner, manger la même chose qu'on avait mangé pour souper là. Oui, exactement. On se rend compte au Pub Saint-Alexandre, on les salue, qu'on avait mangé exactement la même chose qu'on avait commandé. Petite virée à l'imaginaire. Là, on n'a pas eu le temps de tout faire. Première issue, on a comme passé en avant. Je pense qu'il y avait encore le problème de la limitation de personnes qui était 3, puis le maximum de clients qui est accepté d'une boutique, c'est 4. C'est comme un peu problème si tu veux flâner. Là. C'est un peu... Ouais, mettons que le flânage, ça va être probablement plus à partir de cette semaine quand la limite de lundi, de demain, là, que ça va être, qu'on va pouvoir retourner feuilleter des comics. Parce qu'il y a une couple de visites que je veux faire dans le courant de l'été à Québec. Là. Je sais qu'il y a Steve Gros-Louis qui a une boutique de Star Wars qui a l'air awesome. Il y a beaucoup des auditeurs qui m'ont envoyé des liens pour acheter des statues et des affaires. Puis honnêtement, moi j'aime ça. Je suis un fan des figurines, des statues, de ces bebelles-là. Je vais sûrement aller faire un tour. T'as Arkham Café que je vous avais parlé aussi, qui est un nouveau comic book shop qui est un peu un coin lecture, statue aussi, là, un peu mélangé tout ça ensemble, qui ont ouvert. Première issue, moi je vais aller revoir les gars, j'ai toujours du fun quand on va là. L'imaginaire, c'est un incontournable. Tu sais, je vais aller me faire une petite virée, on a comme pas eu le temps de faire tous les coins encore, là. Fait qu'éventuellement, on était sur le début du déconfinement, là. Va falloir en profiter. C'est ça, moi j'aime ça faire ce genre de tour-là. Comme à Ottawa, j'aime ça aller voir les gens de Comic Book Shop, qui est sur la rue King du côté d'Ottawa. C'est vraiment une belle boutique. À Montréal, t'as Comic Hunter, t'as Millennium, t'as Captain Québec. Tu sais, on est quand même gâtés en termes de boutique, là, entre guillemets. Là. Donc, je vais aller faire une virée éventuellement. Ça a fait du bien. Puis, on est allé au cinéma, pas de masque. Yeah! Ça, c'est le fun. Voir un film pas bon. Ouais. On en reparlera. Évidemment, on va en parler. Black Widow, donc c'était le retour du MCU au cinéma. Oui. Et on aura l'occasion de vous livrer notre appréciation de ce nouveau film de Scarlett. Vous savez que j'ai fait un programme double, moi, ce soir-là. On est allé voir Black Widow. Quand je suis revenu, je me cherchais de quoi écouter sur Netflix pour m'endormir ou juste réécouter. Puis je m'étais rendu compte que j'avais jamais vu Lucy. Le film avec Scarlett Johansson puis Morgan Freeman. Ouais, c'est pas excellent, mais c'est pas nécessairement mauvais non plus. Ben, c'est Besson qui est en arrière de ça, puis j'haïs jamais vraiment ces films. Moi, Valériane et les 1000 planètes, j'avais vraiment aimé ça. Vous l'aviez vu là, avec l'excellente actrice Clara Delevingne. Lavigne. Madame Bassin, là. Et le 5e élément, évidemment, on n'en parle pas, là, c'est un classique. Puis je l'avais jamais vu. C'est bon. Léon, le professionnel aussi. Oui, mais c'est bon, Lucy. Ouais, c'est quand même pas si bien que ça. La fin est un petit peu bizarre, mais non, c'est le fun comme film. Oui, il faut pas se casser le basic trop. T'embarques dans l'histoire, il y a des belles séquences d'action, puis le film est le fun quand même. Oui, j'ai passé. Puis il n'est pas très long, ce qui est un peu la signature de Besson. Ses films dépassent rarement 1h40. Là, fait que c'est pas si pire, ça s'écoute bien. Puis j'ai bien aimé ça. Fait que j'ai eu un programme double, et c'est là que je me suis rendu compte que Scarlett a une grande palette d'actrices. Hein? Ouais. Elle est rousse, puis elle est belle. Parce que Lucy et Black Widow, c'est pas mal le même personnage. Ouais. C'est une bonne actrice, Scarlett Johansson. Elle a joué dans Under the Skin, c'est vraiment incroyable. Les films qu'elle a fait avec Woody Allen. C'était pas Matchpoint, toi, qu'elle avait fait avec. Non, c'est juste, c'est dans tous ces films d'action. Tu vas apprendre dans Ghost in the Shell, tu vas apprendre dans Black Widow, tu vas l'apprendre dans Lucy. C'est quand elle est action, t'as peur raide, là. Elle devient stoïque raide, là. Elle a une espèce de personnage de genre poker face, là, puis elle devient comme genre stoïque au bout, puis là, elle se met à botter des derrière. Mais tu te rends compte que Black Widow, Lucy, c'est des interchanges, puis je suis pas sûr que tu t'en rends compte. Là. Mais on aura l'occasion donc de revenir sur Black Widow et notre appréciation du film, mais bien évidemment au menu. Donc au menu, beaucoup de comics. On va revenir sur Batman Earth One Volume 3. On va tenter de convaincre Jean-Nic de continuer donc cette série-là avec Geoff Jones. Something is Killing the Children. C'était mon poison la semaine dernière. Je sais que tu avais acheté le 2e TP, c'est ça? J'avais le 2e puis le 3e. Parce que j'avais commandé le 3e dans le preview, dans le coupole de bois, parce qu'il y avait William aussi qui nous écœurait pas mal. Il nous en a parlé beaucoup, puis tu as eu l'occasion de les lire après-midi. Oui, j'ai commencé le premier numéro, le 2e, puis j'ai arrêté au 15e parce qu'il n'y en avait plus. Fait que là, Jean-Nic, tu vas repartir avec mes 3 TP à soir. Ouais, j'ai le goût, puis j'ai vraiment le goût de le lire. En même temps, j'ai le goût de les acheter. Tu seras pas là. Tu n'auras pas le choix de les acheter. Tu n'auras pas le choix de l'acheter. Mike Flanagan, Netflix.
Quoi? Oh non, ils ont pas sais, mais ça m'éprend. Ouais, ils vont faire une adaptation Netflix. Ah, je suis déçu. Ça me tente pas. C'est Flanagan. Ouais, au moins, mais ça me tente pas. On dirait que... Non. On dirait que j'ai pas le goût de voir ça. T'as pas hâte que Netflix scrape encore... J'ai un petit goût amer de Lock and Key. Que j'avais apprécié, mais qui était tellement sur un ton différent de la BD que le hype que j'avais, moi, c'était de voir ce ton-là se refléter à l'écran. Puis quand j'ai vu que c'était pas ça, c'était bon pareil, mais j'ai passé la série à dire Andréane... Tu en parlais avec Marc Millard puis Jupiter Instancy. Ouais, probablement même affaire. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu triste, mais en tout cas, regarde, tu partiras avec les trois. Le seul qui ont réussi un peu, c'est Umbrella Academy. Même si on pas 100% respecté le matériel de base, ils ont réussi à faire quelque chose qui n'était pas pire intéressant. Parce que, honnêtement, Lock and Key, c'était triste. Là. Étrangement, ils ont genre aussi une série de super-héros russes. En fait, c'est un film adapté d'une série qui a pogné au bout en Russie, qui cartonne présentement sur Netflix. Là, c'est rare que les projets d'ailleurs, dans le fond... t'as la Casa del Papel, qui est comme un peu le flagship des productions extérieures aux États-Unis. Là, puis Kingdom, que je vous avais parlé. C'est ça. À chaque fois que tu parles de Netflix puis des productions locales, ils te brandissent tout ça. Moi, la Casa del Papel! Ouais, mais c'est parce puis c'est vrai, parlant de comics aussi. Oh, Frank Miller, adieu, Madame Curse. Hein? L'histoire de la fille Arthur avec Excalibur, ça a été cancellé en fin de semaine. Ça a été long. Ils ont attendu presque un an avant de dire qu'il n'y aura jamais de deuxième saison. C'est terrible. Donc, Netflix et Tencent sont sur une grosse vague de cancellation. On aura donc l'occasion de revenir là-dessus. Infinite Frontier chez DC, le premier numéro, on lente les mains, on vous en parle. Lake Under House, donc il y aura beaucoup de Tinian 4 dans cet épisode. Ouais. On va revenir là-dessus aussi. Et évidemment, on termine avec Black Widow et nos poisons. Donc, commençons dès maintenant. Geoff Jones, tu l'as eu aussi, Batman Earth One, volume 3, puis tu l'as pas lu, Jean-Luc? Non, je l'ai pas commandé, moi. Il fait la série de Earth One en softcover. Il est pas comme nous autres, il les a pas ramassés en hardcover. Il y a une grosse différence de délai de commande. Tu me diras, t'as-tu le volume 2? Je peux te le donner parce que moi, c'est une erreur de commande que j'ai faite. Mais ça fait longtemps. Genre, dans le fond, tu sais, quand vous l'avez racheté, je me rappelais, j'étais là, cool, je savais pas qu'il s'en venait un troisième, mais en même temps, je me rappelle pas vraiment de l'histoire tant que ça. Je me rappelle du Superman. Le Superman, je l'ai vraiment aimé. Straczynski. Mais le Batman, on dirait que ça m'échappe. Le problème, c'est qu'ils sont très espacés comme volume, Alan. Ils sont très espacés, puis Batman, la différence avec, mettons, Superman, c'est que c'est des histoires qui suivent, qui sont consécutives. Exact. En fait, c'est comme un gros arc. T'as comme à peu près Batman Year 1, 2, 3 qui sont officiellement là-dedans. C'est parce que t'as à peu près les 3 premières années, même pas de la vie de Batman, puis c'est des histoires qui sont très, très rapprochées puis interliées. Donc, si t'es lié à 12 mois d'intervalle, ça se peut que tu sois bien mêlé. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié le Superman de Straczynski, parce que quand moi je l'ai lu, les 3 étaient sortis. Fait que j'ai jamais attendu après le volume 2 ou le volume 3, tandis que là, Batman, quand le volume 3 est arrivé, j'ai fait non, je peux pas lire ça. Là. Mais pour mettre en contexte, là, les gens qui ne connaîtraient pas, Earth One, c'est une série que DC a développée où ils prennent de leur héros flagship puis ils donnent ça dans des mains de créateurs qui réinventent un petit peu les origines. Ça me fait penser un peu à Ultimate chez Marvel, mais sans tout l'univers qui s'entoure de ça, puis sans le style floppy. Là, c'est directement en hardcover, c'est comme dans une librairie, tu arrives, pognes ton livre, tu as ton histoire. Il y a une dizaine d'années, DC avait décidé de donner des livres d'auteurs, dans le fond, puis ils faisaient des formats ultra prestige hardcover. On voit que c'est une idée qui est bizarrement conçue parce que dernièrement, on a une Wonder Woman. Oui. Il y a Batman qui est sorti. Green Lantern l'année passée, il y avait Green Lantern que le deuxième avait sorti. Donc, c'est sur une dizaine d'années qu'ils ont construit ça. Puis je pense que là, ça vient de clore avec le troisième volume de Batman. Parce que j'ai pas entendu de rumeur à savoir s'il y avait un autre Earth One qui était développé. Hein? Non, je ne penserais pas parce qu'ils vont construire avec leur série Black Label pour ce genre de série-là. Mais c'est quand même dans une bibliothèque quelque chose d'agréable à avoir comme produit. Là. Les livres sont beaux, puis c'est bien relié. Puis c'est des histoires que, tu sais, vous n'êtes pas nécessairement fan de comics, vous nous écoutez parce qu'on fait des critiques de cinéma. C'est le genre de livre que vous pouvez vous procurer puis vous n'aurez pas de problème. Pour chaque personnage qui est sur dedans, chaque personnage est traité en jeunesse. Exact. Puis, anecdote, là, la run de Teen Titans dans le Earth One est écrite par Jeff Lemire et c'est la première BD de Jeff Lemire que j'ai lue de ma vie. Et moi, j'ai absolument toutes les Earth One en hardcover et il m'en manque 2, je vous laisse deviner lequel. Mais c'est de valeur parce que, honnêtement, Teen Titans c'est mis à prêter, j'ai trouvé ça affreusement mauvais. J'ai vraiment trouvé ça mauvais. Ils les avaient traités comme des espèces de New Mutants, dans le fond. Là. C'était des espèces de... C'est leurs parents qui les avaient dans un village, puis là, ils leur avaient menti. Puis c'était très X-Men-esque comme origine.
l'origine de Teen Titans. Avec des flots qui sont obligés de bander. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais trouvé ça bien, honnêtement. J'avais bien aimé ça. C'est le Green Lantern, moi, que j'ai jamais lu, puis que tu me disais que c'était pas bon. Il est vraiment pas bon. J'ai pas encore commencé le deuxième, mais éventuellement. Puis Wonder Woman, ben, c'est... vous lisez pas, puis vous regardez les images. Là. C'est ça, c'est beau. Vous regardez les images. Tandis que Batman, ben, vous pouvez lire l'histoire puis vous pouvez apprécier les dessins de Gary Frank. Honnêtement, assurément, les deux gros succès de cette série-là, c'est Superman et c'est Batman. Donc Straczynski, puis sur Batman, ils ont mis Geoff Jones. Tu peux quand même pas te tromper. Basic, moi, j'ai relu les trois pour être sûr d'être capable d'apprécier le troisième. J'ai fait la même chose. J'ai pas été capable. J'ai ouvert la première page du 3 puis j'ai fait comme... Oh non, je peux pas faire... Non. Ça te rappelait pas non plus. Mais non. Puis tu sais, il y avait quand même des twists qui étaient tellement intéressants dans Earth One, puis je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Tu sais, dans le premier, c'est sur le pingouin. Le pingouin est maire de la ville. Le père de Batman allait se présenter à la mairie. Il était sur le bord de gagner les élections. Il meurt dans une allée... Et Batman vient au monde parce que, bizarrement, il y a un gars qui a été engagé comme garde du corps, qui s'appelle Alfred, que sa première journée de job, Thomas, il a dit « Prends un break, là, tu viens juste d'arriver, tu vas commencer ta job demain. » Puis Thomas, qui est mort ce soir-là. Et quand ils sont arrivés au poste de police, ben Gordon, il a fait « Hey, Alfred, j'ai un papier devant moi, ça dit que c'est toi le tuteur. » Et il est pogné avec le flow. Ouais. Et tout le long de la BD, c'est de savoir est-ce que les parents ont été tués par un henchman engagé par Penguin ou c'est un hasard qui sont rentrés dans un gars au moment où il fallait pas. Puis ce qu'on découvre au fur de la mesure, ben, je vous dis pas la réponse, mais et ce qui est assez impressionnant, c'est le sort qu'on réserve au Penguin à la fin du volume. Oui, effectivement, mais pas juste ça, c'est la présentation des personnages. Parce que dans le premier volume de Earth One, Gordon est le flic où ce que sa femme s'est fait tuer par un henchman du Penguin. Donc, c'est un flic corrompu qui veut pas s'attaquer au crime organisé. Et Bullock est un policier qui sort d'une série TV et lui, il rentre avec la vision du flic parfait. Et lui, c'est le bon flic qui va arrêter tout le monde. Mais lui, ce personnage-là, la twist que Jones utilise, c'est je prends... Quelqu'un de pur. Quelqu'un de pur, puis je vous l'amène au Bullock que vous connaissez. Ouais. Avec beaucoup d'alcool, de bas, de problèmes. On va le briser. On va l'amener au niveau. Là. Il brise en une casse. Ah, c'est terrible. C'est vraiment un personnage qui est intéressant. Dans le deuxième volume, ben là, on tourne plus autour de Two-Face. Non, pas de Two-Face, on tourne autour du Riddler. Ah oui, du Riddler, puis Harvey Dent. Harvey Dent est un second de caractère de second rôle. T'as sa sœur qui est là-dedans aussi, donc on établit une sœur à Harvey Dent qui devient le maire de la ville à la place du pingouin. Non, Chris, t'es sûr que tu les as lus la semaine passée? Ben là, je les ai lus il y a 2 semaines. Là. OK, moi, je les ai lus hier. Ouais, ben là... C'est parce que la sœur d'Harvey Dent, elle va chercher Bruce Wayne parce que Harvey Dent a de la misère à arrêter tous les criminels. Puis lui, parce qu'ils ont spoté que 5 grandes familles puis 5 grandes industries baquaient le crime organisé, mais la famille Wayne en faisait pas partie. Donc, elle a été chercher Bruce Wayne pour réussir à avoir des fonds. Puis là, il y a un truc parce que les autres sont jumeaux, dans le fond. Là. Ouais. Elle puis lui sont jumeaux. Puis ils ont une histoire de jeunesse. Où ce que Bruce Wayne poussait sa sœur, puis Harvey Dent n'aime pas ça. Harvey Dent était un peu déjà... On établit déjà le tempérament un peu sanguin de Harvey Dent. Je me rappelle, c'était cool, il joue avec le concept de double identité de Dent avec sa jumelle. Un peu, là. Exactement. Sauf que le problème du Riddler dans cette série-là, c'est parce que c'est juste un méchant très générique, parce que c'est un gars qui pose des riddles, puis bien, s'il réussit à résoudre, il tue tout le monde quand même, parce que c'est juste un cave. Non, c'est incroyable. Mais elle devient maire de la ville, je me trompe pas. Ben non, elle fait qu'Harvey meurt, elle se colle la face dessus, puis elle se défigure elle-même dessus, puis c'est elle qui devient double face. Ouais, ça c'est dans le 3. Mais elle devient. Non, c'est dans le 2. Elle fait du deuxième qu'elle se brûle la face, elle devient pas mère, elle pleure, puis elle vire folle, direct qu'elle se colle dessus. Ben oui, Martin, à la fin de la deuxième BD, Bruce Wayne va l'avoir à l'hôpital, puis elle y répond à Harvey Dent. Oui, ça, oui, effectivement. Là, mais dans le 3, elle est mairesse. Ben non, elle est dans un asile psychiatrique à l'hôpital. Écoute, je suis pas sûr. Ben oui, elle est dans un asile psychiatrique. OK. Mais il me semble que le big reveal du 3, c'est justement que... Là, ça me fait suite pas l'avoir vu. Ouais, ça fait vraiment suite. Vous semblez avoir deux visions. Elle n'est pas mairesse parce qu'elle est à la tête d'une corporation. Puis, c'est juste une avocate à être traitée. C'est juste que pendant qu'il recherche c'est qui prend des armes dans la ville, on est en train de spoiler la BD en dessous de la situation. C'est merveilleux, ça. C'est parce qu'il cherche c'est qui Harvey Dent, puis lui, il contacte sa sœur pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Harvey Dent. Puis, En tout cas, j'irai vérifier tantôt, mais je suis pas mal sûr qu'elle est mairesse dans le 3e. Puis c'est ça le big reveal à la fin du fait que, bon, je vous donnerai pas le big reveal, mais ça met un peu tout le monde dans le pétrin. Mais visiblement, écoute,
Complètement, mais écoute, j'ai tellement lu de stock. Non, mais écoute, et moi et Alan, on a lu beaucoup de stock en peu de temps. Fait que c'est très possible qu'on soit mêlés, là, mais tout ça pour vous dire que c'est excellent. Tu sais, je veux dire, la run qu'on a passée, c'est parce que le troisième volume, dans le fond, là, c'est parce qu'il nous présente une Catwoman qui est un petit peu bizarre. Ouais, ça, c'est spécial. Elle a l'air d'une milf de 45 ans, là, avec un sou trop serré de jeune fille. Puis t'as voué venir à 100 000 là, quand il tombe dans le fameux appartement qui se posait être son appartement à elle, mais finalement, il tombe dans un appartement qui est en train de voler. C'était dans le deuxième que tu voyais. Puis, sauf que, tu sais, elle est là pour l'aider un peu, mais elle fait ça supposément pour le cash, mais pas vraiment. Mais, tu sais, c'est pas très clair comment ça se fait que Bruce Wayne, Batman est tombé sur son balcon puis est tombé en amour direct en le voyant là. Non, ça a été genre contact là. Puis là, elle l'aide à résoudre les crimes avec les armes qui rentrent, parce que finalement, il y a un criminel qui rentre des armes dans Gotham, qui veut partir une guerre. Ils se rendent compte que c'est Harvey Dent, mais Harvey Dent est supposé d'être mort, mais... il creuse la tombe, il est plus là. Tu sais, les classiques des classiques. Puis là, tu as Batman qui se rend compte que c'est juste un humain, puis peu importe l'aide qu'Alfred peut y apporter, à l'aide de Waylon, le Croc qu'on a vu dans le deuxième. Et ça, c'est intéressant. Ils établissent une espèce d'équipe genre dans Batcave, qui est quelque chose qu'on a rarement vu. C'est parce que, tu sais, il est présent comme des outsiders, mais là, c'est des vrais outsiders. C'est pas une Bat Family, c'est des outsiders. Vraiment, là. Parce que Killer Croc est, dans le fond, un gars qui est pogné là, dans les égouts de Gotham, vit là, est écœuré de se faire intimider. Il embarque un peu là-dedans. Ils deviennent comme un team avec Alfred, puis ils se mettent tout... Tu sais, ça, il y a comme une dynamique intéressante. Tu fais comme, ça, c'est... Tu sais, ça, on n'a jamais vu ça. Ouais. C'est le fun de le voir, Killer Croc, être un pseudo gentil, tu sais. Puis la twist, t'as vu venir. C'est pas une twist que je vois venir, c'est parce que la façon qu'Alfred parle à Bruce Wayne, puis la façon que Bruce Wayne est traité par Geoff Johns là-dedans, c'est vraiment un humain. Tu sais, c'est un gars qui va sauter de building à l'autre, puis il y a une chance sur toi de manquer son coup, puis en général, il manque tout le temps son coup. Il tombe de 20 étages. C'est pas la première case du premier livre où il pitch son grappin, puis le grappin marche pas. Effectivement, ça fait que... Puis 15 bat contre 10 gars, en général, il perd le combat. Puis c'est pas un bon détective, il demande à Gordon de l'entraîner, puis Alfred, il fait comprendre, il fait comme, peu importe ce que tu vas faire, là, si t'es tout seul, puis si t'as pas de backup, ça marchera jamais ton affaire. Non, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était intéressant. Est-ce que c'est plus que celui de Straczynski? Je serais pas capable d'en juger. Mettons que c'est... Les deux sont bons. Je serais pas capable de dire qu'il y en a un que j'ai préféré que l'autre. Puis, tu sais, Batman, j'avais pris du temps avant d'embarquer dedans parce que, justement, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé Straczynski. Puis finalement, en les lisant les trois, on voit qu'il y avait vraiment... Contrairement à la trilogie de Star Wars, il y avait un plan. Là, il savait où est-ce qu'il s'en allait quand il a écrit le premier volume. Il n'y a rien que tu sens qui est forcé. Il n'y a rien que tu sens que « Hey, tu sais, on avait fait ça, là, et si c'était ça? » Tu le sens qu'ils nous amenaient vraiment là où ils ont fini la BD. Puis, ils ont fini la BD d'une façon traditionnelle aussi. Là. Ils nous amènent une réinterprétation d'un personnage qu'on a fait. Bon, OK. Ouais, mais c'est parce que aussi, c'est un fait qu'Alfred aussi a nommé, c'est que peu importe ce que tu fais, tu as toujours une réponse qui va monter en explosion. C'est que quand il a réussi à créer Batman, les Outsiders, ça prenait quelque chose qui était équivalent, qui était créé dans Gotham, et c'est Joker qui t'appelle. C'est ça. C'est un peu la même trame que The Dark Knight où on utilise un peu... En fait, c'est devenu un peu le... C'est la naissance de Batman qui donne naissance au Joker. C'est la question qui a toujours été posée. Qui est arrivé en premier, puis qui a causé la naissance de qui? You made me ou c'est l'histoire de la balance de Gotham. C'est ça, c'est toujours ça. Savoir est-ce que Batman est arrivé en premier ou en deuxième, puis qui a causé quoi. Mais par exemple, j'ai bien aimé de la façon qu'ils ont traité le background de l'histoire des Arkham. Oui, ça c'est intéressant. Relié à la famille de... La case de la famille Arkham, les égouts de la façon dont ça a été construit. Ils travaillent... ça, on avait vu dernièrement avec Shane Murphy qui avait travaillé un petit peu beaucoup sur le côté Arkham et Wayne des choses. Ouais, mais ça vient surtout de Kurt Howell. Ouais, oui. C'est là que ça a décollé. Là, parce c'est Snyder qui a fait le gros du grand quand Snyder a pris Batman... Puis il a décidé de faire jouer un rôle à la famille Wayne sur le territoire de Gotham. Tu sais, moi, j'ai reconnu beaucoup de ça. Là, parce que dans Kurt of Hall, il y a comme toute une conspiration autour de la famille, des parents. L'argent vient de là. C'est comme s'il avait apporté une seconde famille hyper influente avec les Wayne. Puis là, ça met les Wayne dans l'embarras certaines des décisions. Puis ça remonte au fondement de la ville. Puis dans la run actuelle de Tynion, c'est un peu ça aussi qu'on joue là-dessus. Moi, si j'avais un surnom à mettre à la run de Tynion actuellement
sur le Batman, ce serait Debunk Batman. Là, ils sont en train d'y enlever tous ses chars, toutes ses bebelles, toutes ses... c'est Lucius Fox qui est rendu propriétaire de Wayne Enterprise après le Joker War. Exact. Après que c'est Punchline qui a mis dans le coma la fille de Lucius. Exact. Puis elle, puis t'as plein d'affaires qui arrivent en même temps. Mais vraiment, le thème, c'est Debunk. Là. Ils se sont comme dit, là, ça marche plus parce que, écoute, Batman a 158 voitures, il va dans l'espace. Vous faites pas le nouveau Justice League de Bendis, puis dans le dernier numéro qui est sorti au mois de juin, justement, quand il rentre dans le Hall of Justice, Batman qui fait comme Chris, comment ça fait pas encore rouler? Puis t'as Green Arrow qui arrive à derrière, fait comme, man, je sais que t'es dans la marde, Bruce, je m'en occupe. Lui aussi, il est riche, on oublie que... Non. Oliver Queen. Oliver Queen a perdu un petit peu sa fortune, mais dernièrement, lui, dans la dernière année, il a repris le contrôle de tout. Tu sais, Bruce Wayne, qui est au plus riche de sa vie, là, Green Arrow, il est rendu plus riche que ça encore. Ce qui est quand même pas pire. Non, il est rendu terrible. Là. Ce qui est quand même pas pire. Mais non, vraiment intéressant. Et ça me fait passer à Something is Killing the Children. Là, tu l'as lu après-midi, je vais essayer de pas me tromper. C'est moi qui l'ai lu. C'est ça, tu l'as lu après-midi, je vais essayer de pas me tromper. Là. Fait que commence. Pour être sûr que je me trompe pas. Ah, ben là, il y a une admission que tu t'es trompé. Non, une admission que ça se peut que je me trompe. Ah, mais peut-être aussi qu'on soit mêlés, nous deux aussi, là, parce que je pense qu'elle n'était pas mairesse. Je suis pas sûr. J'ai lu ça. Mais moi, j'espère vraiment le lire. Fait comme... What the fuck, de quoi ils parlaient les deux? J'en sens pas. C'est pas ça. Elle est ni mairesse, ni proche d'être mairesse, ni même proche d'être... Elle est même pas là. Elle est pas Arkham non plus. Voyons, c'est qui ça? Ah, il n'y a même pas de sœur dans de quoi ils parlaient. Qu'est-ce qu'ils ont lu? Il y a ceux qui ont lu, eux autres aussi. Prochaine fois, on parlera du derrière de la boîte de céréales. Ça va être moins compliqué. Something is Killing the Children. On en avait entendu parler. William, qui est un bon auditeur, qui lui doit être en train de sacrer en disant c'est un mairesse ou un pas mairesse, qui nous avait proposé de le lire. Puis... écoute, moi, je suis tombé en amour avec cette BD-là. Oui, effectivement. C'est James Tynion 4 qui écrit ça. Je ne me rappelle plus exactement qui est au dessin, mais c'est un artiste, je pense, italien. Mm-hmm. Les dessins sont super beaux. La préface, c'est super simple. C'est quelque chose tue les enfants. C'est clair, net, précis. Donc, tu as une soirée, un sleepover de jeunes flots adolescents où ce qu'ils font du truth or dare. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai vu des monstres dans le ravin. » Puis là, à un moment donné, sur un dare, il faut aller voir les monstres dans le ravin. Et il y en a quelqu'un qui sort vivant, puis c'est lui qui les a emmenés. Il se fait interroger par la police parce qu'il y a plein de sang, puis tout le monde est mort, sauf lui. Puis tout le monde, c'est lui le tueur. Un peu, mais en même temps, non, parce que, écoute, ce qui est arrivé aux enfants, ça a juste pas de bon sens. Là. C'est comme impossible qu'un flot quasiment ait fait ça. Là. Donc, c'est quand même comme ça. Puis, entre-temps, tout ce que tu vois, c'est une fille qui est dans une... Par après, ça saute sur une fille qui est dans une barouette. Et il reste rien qu'un bras. Elle n'a plus de jambes, il reste rien qu'un bras. Et tu vois une fille blonde avec un gros œil vert, puis une bandolière sur la bouche qui sort de la forêt, pleine de sang, maganée avec une grosse machette. Elle fait comme c'est beau, j'ai fini. Ouais. Erica Slaughter, donc, est le personnage principal qu'on suit dans cette série-là, qui se trouve à être une fille qui fait partie d'un ordre qui ont comme mission de tuer les monstres des enfants. Donc, tu sais, les enfants qui imaginent des monstres sous leur lit, ce qu'on se rend compte, c'est que ça arrive. Il y a juste eux autres qui sont capables de les voir. Ils ont une façon de se nourrir, de se multiplier. Il semble y avoir des catégories de monstres, dépendamment de qui les a imaginés. Et quand ça arrive, cet ordre-là, l'ordre du dragon, arrive sur place. C'est l'ordre de Saint-Georges. L'ordre de Saint-Georges. Puis il claire le... Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ordre de Saint-Georges, à l'époque médiévale, était l'ordre des chasseurs de dragons. Donc, c'est pour ça qu'ils s'appellent des dragons. Exact. Fait qu'ils arrivent sur place, dans une ville, puis ils ont comme mission de genre... Ils passent par-dessus tout ce qu'il y a d'autorité. Ils essaient de calmer la patente, de l'étouffer le plus possible. Puis ils éliminent les monstres, ils partent, puis merci, bonsoir, on n'en reparle plus jamais. Fait que c'est une association secrète, si on veut. Un genre... Ils ont un mandat de pas... C'est ça. Effectivement, comme les MIB de ce monde, les Angel of Shield, tu sais, qu'ils rentrent, nous sommes niveau 6, puis c'est à peu près ça qu'ils rentrent. Tu sais, ils appellent le shérif à un moment donné, puis c'est comme... On sait pas trop ce qu'il dit au shérif, là, mais le shérif fait comme, oui, OK. Arrête là. C'est parce que sans vraiment avoir d'autorité sur tout, ils ont tellement d'informations sur tout le monde que tout le monde ferme leur gueule. C'est ça, ce qui se passe présentement dans BD avec le flow puis les parce que sérieusement, les flots qui meurent dans sa BD-là, j'ai fait la joke après-midi. Si jamais vous rencontrez James Tynion 4, la première question que vous lui posez, c'est est-ce que tu aimes les enfants? Parce que c'est graphique puis c'est pas chic. T'sais. Juste pour vous montrer à quel point c'est pas doux sur les enfants, c'est qu'à un moment donné, ils montent une séquence dans une maison où une petite fille se fait parcourir après par un monde. Elle déboule les marches puis elle se pète le poignet avec l'os qui sort. Mais la petite fille doit avoir à peu près 6 ans et demi.
Puis après, tu as avoué juste exploser en sang. Plus tard, tu vois une fille d'à peu près 8 ans se faire déchirer en deux. Moi, c'est surtout lui que j'ai retenu. Ils sont dans la cour d'école, puis, tu sais, genre, les adultes, tout ce qu'ils voient, c'est un enfant voler dans les airs puis se déchirer en deux. C'est comme... C'est un petit peu alarmant. C'est très violent. C'est que là, on est dans sa ville-là, puis finalement, Erika, dans son plan pour réussir à régler le problème, essaie de sauver plusieurs personnes et il y a d'autres personnes qui s'en mêlent et ça chie totalement. Donc, son ordre doit s'en mêler. Donc, en fait, c'est que tu as l'ordre qui est plus préoccupé par son propre secret, sa réputation, puis sa façon de garder ça secret. Puis tu as elle qui dit c'est des victimes d'abord, puis après ça, vous chirez vos petits problèmes de secret puis de marde. Là. Le principal, c'est de sauver du monde. Et ces deux visions-là entrent en choc. Parce que c'est ça qui est le fun, parce que ça commence à une série où c'est vraiment rien que du hack and slash de monstre normal. Et puis là, tu découvres l'ordre qui est là, puis c'est de la façon qu'il apporte l'ordre. Tout est brillant. Puis, parce qu'au début, honnêtement, tu te fais comme moi, après 3 numéros, tu as dû te dire comment ça fait pour t'as fait 15 en montant. C'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, là, ils établissent pas grand-chose. Je me dis, d'après moi, ça va être fermé, on va fermer les livres. Dans les 5 premiers numéros, je pense que le gros monstre est presque mort direct là. Ça fait comme par où est-ce qu'on va s'en aller par après. Et c'est là que tu vois qu'il ouvre sur son univers et ça devient de plus en plus intéressant. Et tu as le bon mot univers, parce que je pense qu'effectivement, 1 million de trucs à raconter. Là. Oui, parce que dans l'Ordre du Dragon, ça fonctionne par famille. Erika Slaughter, c'est parce que c'est la famille des Slaughter et c'est la dernière de sa branche. Donc, le grand maître des dragons veut qu'elle reparte sa branche. Et il y a tout aussi l'espèce de débat. Est-ce que on peut amener des enfants qui ont vécu un traumatisme à l'intérieur de notre ordre ou puis elle, c'est ça. Elle, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Là, ça vaut-il la peine? Est-ce que j'amène des enfants ou des victimes dans mon monde où une fois que c'est réglé, je les laisse? Ouais, on les Parce que pousse, si je vois quelqu'un qui a vécu ça, il va-tu être trop émotif? Puis il va-tu finir comme une Erika, justement? Exactement. Puis c'est bien dessiné, c'est bien écrit, ça se lit, écoute, comme un couteau chaud dans du beurre, là, honnêtement, c'est excellent. C'est vraiment très, très, très bon. Maintenant, je sais que la série est repartie après le 3e TP. Là, il y a un autre numéro. Parce que ce qui est le fun, c'est que les 3 TP clôt le premier arc. Oui, effectivement, parce que ça aurait pu finir là. Parce que je pense que ça avait été monté pour finir là. Puis si ça arrêtait là, c'était pas plus grave. Exact. Tu sais, as l'histoire complète. Si vous avez les 3 TP, là, vous avez l'histoire complète. À un moment donné, elle devient mairesse de la ville. Puis non. Et non, elle n'est pas Arkham dans le nausée psychiatrique. Non, elle est mairesse! À la fin du 3e, MRS du village. Bon. Wow, j'en ai débranché mon micro. MRS! Bon. Non, mais sans faire, tu peux avoir les 3 volumes. Puis, j'ai hâte de. Moi, maintenant, ma question, c'est de savoir, à partir de maintenant, puis il y a eu du succès avec sa série, là. Je pense qu'il y a eu des nominations au Eisner. Bon, maintenant, là, la question, c'est de savoir, puis c'est un peu est-ce que tu vas gérer ça comme Kirkman, puis tu vas vraiment te concentrer sur une ligne, puis y aller avec cette série-là, ongoing, puis tu vas y aller jusqu'au bout, ou tu vas ouvrir comme Teenage Mutant Ninja Turtle, puis peut-être tenter des trucs à gauche puis à droite en mini. Il risque d'avoir des side quests avec les autres maisons. Parce que tout est là. Tu le lis puis tu l'imagines. Tu te dis, il y a une branche. Il y a l'air d'avoir une espèce de headmaster avec le masque blanc. Elle, on aimerait savoir où ça va un peu dans sa vie. C'est ça l'affaire, c'est que tu lis la série puis tu te dis, il pourrait y avoir là, une mini-série sur cette ville-là une fois qu'elle est partie. Comment ils ont réussi à revenir à une normale. Comme Donny Cates est en train de faire avec Crossover un peu. Exact, mais en même temps, moi, j'aime beaucoup la façon dont Kirkman fait, puis que, il s'en tient à une série avec quelques numéros spéciaux une fois de temps en temps à l'extérieur, mais tu sais, tu as une ligne directrice comme... Puis Turtle, au début, c'était ça, là. Oui. Tu sais, tu avais une série, une ligne, puis à un moment donné, ils ont comme ouvert, puis là, ils sont mais Boom, ils sont pas très forts là-dessus, ils font rien que ça avec Power Ranger. Bon, mais tant mieux, parce que moi, je préférerais que ça reste peut-être... Mais tu sais, tout le long de la série, tu le sens, là. Tu fais comme... ouais. C'est bizarre quand on découvre Boom, c'est en site. La semaine passée, quand je parlais de Unseen Future, c'est Boom. Mon Poison, c'est une série de Boom aussi. Donc, tranquillement, pas vite, on tombe là-dedans. Là. Tranquillement, pas vite. Mais sérieusement, je pense que c'est un must. J'avais Alienated qu'on avait parlé, une couple de bois aussi qui était chez Boom. Ça faisait longtemps que, tu sais, je l'ai comparé dans Mon Poison du dernier podcast à Invincible, parce que ça faisait depuis Invincible que j'avais pas lu une série avec autant genre de... Je tourne les pages, je regarde pas les dessins. Tu sais, tellement... Pourtant, les dessins sont tellement beaux. Oui, mais tu le dévores. J'ai tellement aimé, puis j'ai tellement regardé le dessin que j'ai vu l'évolution d'Erika, de la façon qu'elle était dessinée, du premier numéro jusqu'à la fin. Puis, tu sais, elle est comme
Es-tu adulte? Es-tu pas adulte? Elle a 25 ans à peu près. Tu sais, le dessin est comme... Des fois, elle a l'air d'un petit enfant. Des fois, son faux permis était né en 1987. Ça fait qu'on est même d'une vingtaine d'années. Puis des fois, tu sais, elle est dessinée genre à l'air presque d'un enfant. D'autres fois, elle a l'air presque d'une mature. D'autres fois, elle a l'air de... Anyway, moi, je sais qu'il y a une série TV, puis je vous ai dit que c'est qui que je voyais caster en elle, là. Ouais. Elle a un look, mais tu sais, rien qu'à cause de ses yeux puis ses cheveux, là. Je sais pas, c'est des dessins qui sont... J'allais dire qu'ils rappellent Disney, pas vraiment, mais tu sais, les yeux, de la façon que... c'est des gros yeux, puis c'est des gros... Ben, il y a rien qui a des gros yeux. Ouais, c'est ça, il y a comme de quoi de... C'est vraiment drôle, puis parce que vous en parliez tantôt, puis j'étais là, ça ressemble à une prémisse de manga. Ça fait pas très comique américain. Surtout, ça ressemble un peu à ça. Ça fait très manga avec genre les classes, puis les niveaux, puis les démons, puis les trucs de secret. Ouais, ça faisait penser à Bleach. Avec chemin son foulard puis son gros œil, elle a un look manga. Elle, c'est sûr et certain qu'elle oui, vraiment. Il y a une, comment je pourrais dire, une inspiration, je pense qu'on pourrait dire, qui vient de là. Facilement même. Oui. Effectivement, le gars, tu l'as même pas lu puis tu as déjà pas mal identifié. Tu as cerné le genre de truc que c'est. Il y a une chose dont je veux parler par contre, parce qu'on l'a lu en TP, puis je suis pas convaincu que c'est le TP plus que... Mais moi, c'est vrai que les cases, à un moment donné, c'est mêlant. Oui, effectivement, ça, c'est un point parce que la BD, de la façon qu'elle est faite, 2 pages sur 3, c'est du double page quand tu le lis. Exact. Et ce que les cases embarquent juste sur le début, ce que quand tu l'as en TP avec la reliure qui est collée, c'est que tu vois pas le début de la case de la deuxième page qui est là. C'est que tu lis ta première page, c'est comme ce que j'ai lu n'a pas de sens. Tu vas lire ta deuxième page, c'est comme... Oh, c'est la réponse à l'autre. C'est la réponse à l'autre. Ça fait que sur 3 TP que j'ai eu là en ligne, sérieusement, j'ai déjà recommencé une trentaine de pages. Ça a été mon gros problème aussi, parce que souvent, effectivement, là, tu pars, tu sais, de ta gauche à droite. Gauche-droite. Puis là, droite jusqu'au bout, puis tu reviens en bas. Mais tout de suite, la page d'après, t'es en one-pager, tu sais. Fait que là, t'es comme, OK, là, je suis en 2 ou je suis en 1, je suis en... Les cases sont comme... se contiennent dans la page, même quand c'est double page. Ouais, puis des fois, tu as l'impression que c'est 2 cases séparées, mais arrêtez. C'est une seule. C'est une seule, puis parce que la reliure cause vraiment problème. Ah non, honnêtement, ça, c'est le petit désagrément. Là, j'ai une question en tête. Je suis pas un spécialiste des éditions. Oui, elle était mairesse. Oui, t'es mairesse. Oui. Mais, Boom, ils ont-tu l'habitude de republier, dans le fond, dans d'autres formats? Parce que, oui, genre, j'avais dans la tête que c'était chez Image, puis je me disais, je vais attendre, ils vont faire un book. Ils vont mettre genre les 3 en hardcover, je vais acheter ça. Ils le font pas. Once in Future sort dans un mois ou 2 en hardcover, les 3 premiers volumes. Je sais qu'ils le font pour Once in Future. S'ils le font pour Once in Future, ils vont le faire. Je sais pas s'ils vont le faire pour... ça dépend des ventes toujours. Okay. Mais c'est leur série numéro 1. Parce que, c'est ça, il y a l'air d'avoir un gros buzz autour de cette série-là. C'est le gros truc. C'est Once in Future puis Something, je pense que c'est les 2 gros. Parce qu'en ayant en plus un deal avec Netflix, ils vont assurément avoir le goût de reprinter avec le fameux sticker, là, bientôt une série Netflix, ou encore, mais maintenant une série Netflix. Moi, je vais attendre là pour l'acheter. Je veux la gommette Netflix. Oui, pour te rappeler qu'il y a une série mauvaise qui est liée à la bonne bande dessinée. Ben, en fait, je vais emprunter celui-là à Martin ce soir. Je vais probablement les lire à soir parce que j'ai vraiment le goût de le lire. Non, c'est très bon. Là, je vais l'acheter en hardcover. Tu sais, ça fait du bien de juste être dans un univers, tu sais, c'est nouveau, t'as pas vraiment besoin de rien d'autre, t'as pas de background, tu lis puis tu fais juste genre apprécier l'histoire qui se déroule. Puis tu sais, t'oublies tout le reste. Là. C'est que ça fait un peu du bien. Ce qui est un peu le contraire, en fait, d'Infinite Frontier. C'est exactement ça que je pensais. J'avais exactement ça. Qu'on en remet nos pieds dans nos belles pantoufles de métal. T'ouvres le livre, là, puis la première conversation sur le multivers, tu fais comme calice, ça va être long. Infinite Frontier, ça se trouve finalement être la série qui est supposée remettre de l'ordre c'est le dans l'univers DC. Du dead metal, parce que quand il y a eu le sacrifice de Wonder Woman puis que l'univers s'est fait recréer, ce qui est arrivé quand l'univers a été recréé, c'est que tout le monde a su que le multivers existait, puis tout le monde sait que c'est une version refaite depuis le dernier boom. C'est-à-dire qu'il faut que tu vives avec un univers où ce que tout le monde sait que là, peut-être 3 semaines, il n'était pas exactement ESO. Et ça fonctionne. Attends, ça fonctionne. C'est que ça sera assurément pas dans toutes les... Tu sais, je vais avoir de la difficulté à lire genre ma série de Batman, puis prendre pour acquis que les gens de Gotham City savent qu'il y a un multivers, puis qu'ils sont pas la bonne version d'eux-mêmes. Et pour régler ce problème-là, dans Infinite Frontier, ils nous amènent dans un café où ils font jouer le rôle de ceux qui croient pas au multivers à des conspirationnistes, là. Ça existe pas, c'est impossible. Les super-héros nous manipulent et se servent de cette histoire-là pour imposer leur vision sur le monde. Et quand j'ai lu cette converse-là, qui dure à peu près 3-4 pages, je me suis dit, OK, ça, c'est la porte de sortie, genre, pour les séries qui voudront pas en parler. Tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui savent qu'il y a un multivers.
Il y a des gens qui pensent qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y a rien qui a l'air de prouver. Tu sais, le gars dit dans la conversation, je reste à Gotham depuis 20 ans puis j'ai jamais vu Batman. Fait que lui nous indique que lui, il doute même de l'existence de Batman. Fait que sauf que la série, en quelque sorte, elle existe pour ça, pour parler de ça, mais c'est surtout pour remettre un point sur les i sur quelques héros qui ont eu des faits tragiques, qui sont plus supposés exister, qui sont revenus. Comme on a Mr. Bone, qui est le détective qui traite là-dedans. Lui, ça, c'était dans le Secret Fights, pas lui. Non, lui, il y a Captain Boomerang qui est dans une base secrète avec lui, puis il fait comme, tu te rappelles que tu t'es fait manger par un monstre ultra radioactif dans le death metal? Captain Boomerang fait comme, ben non, c'est jamais arrivé. Il fait comme, t'as certainement des répercussions à cause de ça. Puis il se rend compte que le Captain Boomerang est rendu un genre Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et puis se transformer en gros monstre radioactif. Wow. Qu'il y a des boomerangs en os qui sortent de son dos. Wow. Tu sais, il fait comme, là, t'as bien beau dire que c'est donnez-moi cette série-là. Non, mais c'est ce que je veux lire. Non, mais c'est juste pour dire, mais c'est pour te ramener ce que tu as lu dans Infinite Frontier. Parce que Infinite Frontier aussi, dans BD, j'avais lu, c'est parce qu'ils ont parlé du fait que Roy Harper est revenu. Parce que Roy Harper, il était mort. Ils l'ont suivi il n'y a pas longtemps. Arsenal, c'est ça? C'est Arsenal, tu sais, Roy Harper, Arsenal. Speedy, Red. C'est le Nightwing de Green Arrow. Exactement. Tu sais, un flou qui a mangé bien de la marde dans sa vie, sauf que lui, il est revenu à la vie. Puis la question qui se posait dans Secret Fire, c'est comment il va virer. C'est parce que lui, c'est une carte c'est un Joker. Parce qu'avec ce qu'il a vécu dans sa vie, il peut être un gentil ou un méchant. C'est quoi qui va le faire pivoter? Et là, on se rend compte que dans la première série, quand il se fait écœurer dans le café parce qu'il était là où le monde s'ostinait, ben finalement, peut-être que ça a viré pour le moins bien, lui, vu qu'il était mort et qu'il est revenu. C'est on spoil-tu? Ben, je pense qu'on peut se parler. Ouais, c'est la réapparition des Dead Lantern. Ouais, il devient Black Lantern. Ouais, il devient Black Lantern. Le monde, il pète la gueule, puis finalement, quand il s'enlève debout, ben, il est dans Black Lantern, puis il a toutes ces incarnations de Arsenal, Speedy, Red Arrow, en lui, en construct, là, en genre construct de sa bague, puis c'est eux autres qui ont pété la gueule à ceux qui étaient en train de l'écœurer. Mais tu sais, ce qu'on essaie d'établir, c'est qu'il y a un multivers. Les gens sont au courant, mais l'existence est un peu... on y croit pas. Exactement. Puis le Superman de la Terre 23, le Superman président noir, ben, c'est lui qui a une totalité. C'est la Justice League incarnate qui s'occupe de réussir à contrôler tout ce qui se passe des 52 multivers parce que là, on le sait, ils sont tous. Puis tu as Barry Allen, lui, qui s'amuse à courir à travers là-dedans parce qu'il y a une variation qui est pas... Parce qu'il y a quelque chose qui vibre pas normal dans 52. Parce que lui, il visite chacun des mondes pour repérer un peu une cartographie là, de OK, là, quel est l'état actuel de notre multivers. Là, on sait qu'en plus, qu'il y a plusieurs autres multivers, mais dans leur multivers, il devient un voyageur. C'est ça, là, il s'en va puis il voyage. Non, il reste vraiment 52. Le inverse, le Dark n'existe plus. Oui, mais je veux dire, il y a plusieurs multivers. Il y a le multivers, puis il y a d'autres multivers autour. Ben, je pense qu'ils sont revenus sur 52 tout court. Non, il y en a vraiment rien que 52, parce que quand ils arrivent à la fin, c'est 53. Oui, effectivement. Oui, dans leur multivers à eux autres. Mais de ce que Dead Metal... Non, mais Dead Metal, ça n'existe plus, ça. Ils sont revenus à 52. T'es sûr? Ben oui, c'est à ça que ça servait. Ils ont tout pété, le inverse, tout. Il n'y a plus rien qui existe, là. Il y a rien que les 52. On va appeler cet épisode Alan et Martin comprennent des choses différentes de leur bande dessinée. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'à la fin, quand Wonder Woman fait son tour avec la quintessence, c'est que c'était terminé. Il n'y avait plus de frontières. C'était des multivers, genre, à plus finir. Et il y a le leur, puis il y a le genre tous les autres. Non, il y en a vraiment juste 52. Puis même le Flash, il dit qu'il map les 52, puis qu'il est incarné. Mais les 52 terres. Oui, mais c'est ça, dans son multivers. Mais non, mais c'est fini là, il n'y en a pas d'autres ailleurs. On va vérifier, mais je suis pas sûr. Confirmé. Je suis pas sûr. Mais c'est drôle que ce que vous parliez parce que, tu sais, ça sent vraiment DC qui veut assir son monde puis faire comme, OK, vous allez pouvoir faire ça avec les séries. Puis on essaye que nos lecteurs comprennent qu'encore une fois, on fait un reboot. Mais visiblement, ça marche pas. Ça fait pas. Mais... Moi, je pensais qu'il allait pas revenir sur ça. Puis Infinite Frontier, je me rends compte qu'ils reviennent vraiment. Puis, pourtant, on avait bien compris, on avait très bien dit que c'est exactement ce que Wonder Woman avait dit, qu'elle avait fait ça. Elle fait comme oublier ce que vous pensiez, ce qui était vrai. Maintenant, il y a une convergence et tout ce que vous avez lu existe pour de vrai et tout le monde va s'en rappeler. On avait-tu besoin d'aller plus loin? Écoute, je sais pas s'il y a vraiment des fans de ce genre d'histoire-là. Honnêtement, pour être franc, là,
Je sais pas si on n'achète pas ça juste parce que ça porte les noms des héros qu'on aime. Parce que honnêtement, là, puis surtout on était content qu'ils arrêtent de parler du multivers, puis là, ils viennent nous récœurer avec ça pour faire un retcon du fait qu'il y aurait 552. Mais je pense que c'est surtout ça. C'est pas de la BD qui est supposée être lue pour avoir du fun. C'est comme une manière pour eux de mettre leurs assises. C'est une grosse bibliographie. Là. Si tu lis Aquaman, puis tu lis Batman, puis que là, t'as l'impression, voyons, ça marche pas, puis là, ça n'a pas rapport, puis tout. Ça, c'est comme le truc qui fait comme, hey, chill, c'est normal que ça marche pas, parce que dans Aquaman, mettons, il croit pas au multivers, comme tu disais tantôt. Fait que, tu sais, ça va lui permettre d'assurer le série, puis faire comme, ben oui, ça se passe dans le même univers. Des fois, non. Puis c'est pas grave. C'est surtout que ça leur permet d'avoir une espèce d'épisode genre éditorial à travers toute leur série. Comme là, ce qu'on sent, là, c'est que c'est le retour de Darkseid. C'est ce qu'on sent. Parce que l'univers 53, c'est l'univers Omega, puis c'est un univers sans vibration. Ça fait que c'est pour ça que The Flash a une misère à trouver, parce que lui, il essayait de trouver de fréquence, mais ce monde-là avait pas de fréquence. Exact. Puis quand il se rend là, la quintessence semble avoir été tuée. Fait que là, ce qu'on en présume, c'est que Darkseid est là-dedans. On l'a vu à la fin de Secret Fight, directement, que ça finit, il y a un gros Darkseid East qui est écrit à la fin. Là. On l'avait vu. Il est pas là carrément aussi, je pense à la fin du zéro. On l'avait vu dans Dead Metal, puis dans Justice League Odyssey, il s'en y avait pas mal de ça. Darkseid était en arrière, puis il checkait tout pété, puis il regardait ça, puis il faisait comme, ouais, c'est là que je mets le pied à terre. Je pense que là, il s'en vient là. Mais sauf que ça va être possiblement un des Darkseid les plus puissants qu'on a vu qui va se voir. Effectivement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont garder de tout ça, puis comment ils vont le gérer dans le film. Parce que, tu sais, là, Flashpoint, c'est un peu ça qu'ils veulent faire. Là, tu vas voir Keaton qui va être dedans, puis Affleck, mais pas Pattinson, puis pas comme l'autre film de Batman qui, lui, est comme totalement indépendant. Puis, tu sais, ils ont ça aussi, là, présentement, ici dans le film. Genre, le Batman, Joker. Après ça, tous les autres films du Snyderverse. Le Snyderverse qui n'est plus le Snyderverse. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont comme adresser la question dans le film James Gunn qui a été Flash. obligé de répondre en disant, oubliez l'ancien Suicide Squad, ça n'a aucun lien avec le nouveau. On n'y fera pas référence. Non, c'est ça. Mais il dit c'est pas un reboot non plus parce que, tu sais, comme Marley Quinn, là, c'est la même actrice, c'est techniquement le même personnage. Tu sais, Courtney Cox est encore là avec son Capitaine Boomerang. Jay Courtney. Jay Courtney, Et non je trouvais qu'elle était cute. Avec cette affirmation-là, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai eu raison tout le long de l'épisode. Parce que visiblement, il est où le fil de son micro, lui, là? Il vient de me prouver que c'est moi qui ai démêlé depuis le début. Courtney Cox qui joue Capitaine Boomerang. Mais j'irais le voir, ce squad avec Courtney Cox, par exemple. J'haïrais pas ça. Ça se donnerait un petit... À l'époque de Scream 1 ou 2? Écoute, je la vois là, en cuir avec des boomerangs, là, puis je me dis, ça fera. Mais a-t-elle des boomerangs qui lui sortent du dos? En monstre radioactif. En monstre radioactif. Ça, je ne le sais pas. Mais tu sais, quand t'embarques là-dedans, puis tu sais, c'est un peu le même feeling que quand on lisait Dead Metal. Puis tu vois, l'obstination qu'on a eue représente effectivement que je suis pas sûr que l'auteur lui-même comprend. Ou si lui comprend, il y a tout ce que nous, on n'a pas. Surtout le pourquoi qui arrive avec ça présentement, parce qu'il n'y a aucune série présentement qui reparle du multivers ou même des événements du Dead Metal. Je suis Batman, puis il parle pas de ça du tout. Je suis Superman, je fais Justice League, personne ne parle de ça. Puis le Future State là-dedans, c'était-tu un univers parallèle ou c'était un futur possible? Il y a une Batman que c'était un futur réel qui va arriver, mais pour le reste, Superman et compagnie, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça existe à quelque part. Tu vois Red Son, à un moment donné, quand il est en train de patrouiller, tu fais comme, OK, fait que là, est-ce qu'avec Red Son, ils établissent que, genre, tous les Elseworlds qu'ils écrivent existent dans leur univers, ou seulement Red Son parce qu'ils le trouvent cool? Tu sais, je veux dire, genre... Moi, j'aurais tendance à dire, puis ça semblait être ça que DC voulait faire de la manière qu'il en parlait, c'était comme tout ce qui a été écrit, tout ce qui est DC Comics, là, que soit la bande dessinée ou non, tout ce qui a déjà été fait. Une série télé pour enfants des années 80, ça fait partie de l'univers. Puis c'est pour ça que j'étais comme semi-d'accord avec toi tantôt, là, les 52 puis tout. Je pense que ce qu'ils veulent mettre, là, c'est comme si c'est écrit d'ici dessus, ça fait partie de l'univers. Écoute, je vais y aller tantôt après l'épisode, relire la fin de Metal puis Infinite, parce que il me semble que moi, c'est ce que j'avais compris aussi, que tu sais, ils ont leur. Tu sais, genre, avant ça, on connaissait 52 planètes dans un ensemble. Ouais. Puis de ce que je comprenais, c'est qu'à la fin, là, c'était plusieurs ensembles avec leur propre système. Puis il n'y avait plus de frontières. C'était comme genre, il n'y en a plus. Là. Il n'y a plus de source, il n'y a plus d'inverse, il n'y a plus rien. C'est rempli de multivers, puis vous vous rendrez jamais au bout, genre. Fait que de ce que je comprends, moi, du numéro 1 que j'ai lu, c'est qu'ils sont dans leur terrain du sable à eux autres. Dans les 52 multivers qui sont là. Dans leurs 52 terres. C'est ça. Ils sont dans leur terrain de sable, mais ce terrain de sable-là, il y en a plein d'autres, là.
Oui, mais ils ne sont pas supposés d'être connectés. C'est ça, ils ne sont pas capables d'y aller, mais il y en a plein d'autres. Oui, mais c'est ça que je disais, c'est parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Ils disent dans leur but des 52, tu ne verras jamais rien des autres. Non, c'est ça, mais c'était audacieux quand ils ont dit ça, parce que moi, je l'avais pris comme toi, Jean-Nic. Moi, le statement que DC avait fait, c'était « tout existe ». Tout est canon. Tout ce qui était écrit, tout existe. Tout est canon, effectivement. C'est une grosse commande, là. C'est une grosse commande. Oui, mais en même temps, je pense que l'enjeu avec ça, c'était pas de dire on va tout reconnecter. C'est comme on n'a pas besoin de tout reconnecter. Considérez que tout est là. Puis si dans une BD à un moment donné, on fait référence à quelque chose qui est arrivé dans le Batman de 89, ça sera ça. Puis si dans le numéro d'après, on fait référence à quelque chose qui est arrivé dans une BD de Miller, ça sera ça. Les deux sont pas normalement des canons dans la continuité. C'était surtout pour permettre aussi de laisser des séries à des auteurs, puis repartir des nouvelles histoires. Puis si vous voulez retravailler quelque chose dans le passé, ben, pas se casser la tête, sa continuité. Exact. C'est un peu la liberté que ça leur donne. Effectivement, parce que là, ils étaient toujours pognés des barèmes, parce qu'on est qu'à prendre avec le New 52, avec Superman. Là, à un moment donné, ils ont fait ça un mur, puis il a fallu qu'ils refassent revenir le Superman d'origine. Le problème de ça, c'est que quand tu te limites à genre, il y a 52, c'est ça, rien d'autre existe. Mais là, quand tu échappes un personnage, là, comment t'expliques que tu le reprends? Ouais. C'est impossible. Puis là, ça leur avait demandé de réaligner Superman au complet. Mais il faut que tu réalignes Wonder Woman. Il faut que tu réalignes Batman parce que là, c'était comme... Puis ce Batman et sa Wonder Woman-là connaissaient ce Superman-là. Exact. Fait que là, si lui, il est plus là puis tu le remplaces par un autre, comment est-ce qu'eux autres réagissent? Parce que ça soit arrivé, justement, la run qu'on a toutes lu que Jean-Nic nous avait prêté de Wonder Woman, c'était quel auteur? Azarello. C'est Azarello qui l'avait écrit. C'est pas Wonder Woman. Là. C'est une Wonder Woman comme j'ai jamais vu ailleurs. C'était presque une humaine normale qui a ramassé ses pouvoirs, mais c'était vraiment dans la mythologie, mais ça avait plus avec rien. Puis il y avait des moments où cette série-là ressemblait à Friends. Là, elle était dans New York, puis elle était dans un appart, puis elle chillait avec Athéna. Puis tout ce qui s'est passé en 50 numéros avait aucun lien avec le reste de l'univers. Elle n'a pas vu Batman une fois, elle n'a jamais même mentionné Gotham City. Elle n'a jamais vu Superman, rien. Il y avait quelque chose de fonctionnel. Il y a des New Gods qui étaient là un petit peu. Oui. Le reste, là, c'est un drôle de reboot de personnage que tu ne fais plus continuer avec ça. Ils n'ont pas le choix de réinventer le personnage après. C'était une histoire qui était intéressante, mais quand tu arrivais au bout de cette histoire-là, tu te disais, OK, mais elle n'a pas encore rencontré Batman, tu sais pas trop c'est quoi son rôle dans Justice League. Puis là, personne n'a vu ça, ce qu'elle a fait là, avec les dieux puis tout. Puis ça devenait... elle était étrangère à son propre univers, tu sais. Puis tu sais, moi, ce qui me dérange un peu avec ça, c'est que ça devient toujours ça le problème. Mais moi, si j'ai à choisir, là, je m'en crisse la Justice League puis de leur univers. Moi, je veux avoir des bonnes histoires. Puis tu sais, mettons, la run d'Azarello, c'était de la bonne histoire. Je m'en fous qu'elle rencontre pas Batman puis qu'après on me dise Wonder Woman, là, elle fait pas partie du reste des autres héros puis tout. OK, fine. Moi, tant que tu continues à l'écrire puis que c'est bon puis c'est le fun. Puis tu regardes, on dirait que ça devient tout le temps un problème. Ça, c'est parce que toutes les bandes c'est ça, parce que l'arc actuellement, c'est ce qui avait foutu en l'air l'arc de Tom King avec Batman. Ils ont voulu absolument se faire imposer. C'est vrai, on a oublié le bout aussi ils ont ramené Thomas Wayne. C'est vrai, c'est parce que je sais même pas qui est arrivé. Ils ont ramené Thomas Wayne. Thomas Wayne est arrivé d'une requête au début. D'une requête, dans un champ comme Superman. Il est arrivé sur la Terre 23 avec les parents du Superman président là, M. Cavill, ou je sais pas trop quoi. Puis il s'est sauvé, puis j'avais totalement oublié que ça s'est sauvé au début. On l'a vu pendant 2 pages, puis on l'a plus jamais revu. Oui, mais c'est parce qu'il est mort dans la run de Tom King. Ils ont genre cassé le cou. Ouais, mais il y en a plein qui sont bons, qui sont revenus avec... ils ont... La run de Tom King était-tu avant le Dead Metal? Était en même temps, mais c'est ça a été rebooté là. Ah, Roy Harper est mort 3 numéros avant Dead Metal. Ouais, effectivement. Mais c'est spécial. C'était quoi la série là, qui traitait de ça, de sa mort? Je me souviens pas. Heroes in Crisis. Oui, Heroes in Crisis, oui, effectivement. Avec les psychologues. Là. Ah, effectivement. C'était bon, ça. Oui, c'était très bon. Puis c'est là-dedans, ça fait pas si longtemps. Ah, puis Flash avait été magané là-dedans aussi. Oh, oui, allô, oui, Flash avait été magané dans cette série-là aussi. Ah, tu veux dire Wally West? Ouais, c'était Wally West. Bon, je me suis perdu. Je m'entends plus. M'entendez-vous? Oui, je t'entends. OK, c'est beau. OK, bon, parfait, c'est revenu. Mais ouais, c'est Wally West qui avait foiré là-dedans. C'était assez intense. Là, il est revenu, lui? Oui. OK. Oui, parce que Kid Flash aussi est revenu. Ouais, c'est beaucoup de stock. Kid Flash est revenu. C'est le premier qui est revenu en ayant toutes les connaissances avant le Dead Metal, que tout existait. Hey, continuons donc avec M. Fort. Lake on the House. La série d'horreur que j'avais parlé un petit peu. Le deuxième volume vient de sortir. Là, donc, il y a quelques pions qui commencent à se placer tranquillement, mais j'ai l'impression que ça va être une longue série à développement, puis je ne suis pas sûr du côté horreur des choses. Donc, comme je vous avais parlé dans le premier numéro, il y a du monde qui ont été invités dans une maison, ils font le party, puis ils ont tout un ami commun qu'ils avaient invité là. À un moment donné, ils se rendent compte sur Twitter que la Terre est en train de péter, puis que le monde est en feu, puis que la peau leur décolle des mains.
là, présentement, on embarque sur le classique côté enquête de savoir pourquoi que le monde a été invité là, parce que chaque personne a comme une étude différente, un artiste, un journaliste, un musicien. Puis le monde essaie de comprendre pourquoi ils ont été invités là, puis ils ont été choisis. Puis aussi, ils se rendent compte que à peu près tout ce que le gars leur avait parlé, ils peuvent le trouver à l'intérieur. Comme il y a quelqu'un qui aimait lire, le gars, il avait parlé plein de livres. Il y a une bibliothèque qui est faite juste pour lui. Comme si on avait préparé une porte de sortie. Effectivement, finalement. Ça fait que aussi, si tu as besoin de quelque chose, mettons que tu es quelqu'un qui fume, ben, quand tu te levé le matin, bizarrement, tu vas toujours avoir des cigarettes qui vont être là. Pourtant, la Terre n'existe plus. C'est que le monde commence à se poser de sérieuses questions là-dessus. À un moment donné, ils trouvent aussi dans une salle secrète des gars à l'infini à peu près. Il y a des symboles qui sont à peu près dehors. Le monde s'est rendu compte que si tu touches aux symboles, ben, tu vas voir ta ville qui est en feu puis tout le monde qui est en train de crever. OK, spécial. C'est combien de numéros, ça? Ça va être un 10-12 numéros. C'est 12 numéros, oui. 12 numéros? Tantôt. Il y a 2 numéros qui sont sortis présentement. C'est pour ça que je vais en parler un peu tout de suite, parce que j'ai l'impression que c'est dans le côté horreur, je pense que DC va tirer fort avec cette série-là. Et c'est peut-être quelque chose qui peut être pas pire intéressé, parce que ça arrive souvent que ça, c'est le genre de choses qu'on va finir à voir au grand écran. Ouais, puis t'as ça, t'as Conjuring aussi, hein, ils sont là-dessus. Oui, ils font une prequel, je pense. À Conjuring. Je pense que Lake on the Hall, c'est quelque chose qui... C'est très traité comme un film. Okay. C'est-tu sous la bannière de Hill House? Non, c'est pas Hill House, c'est vraiment une nouvelle bannière horreur. Ouais, c'est ça, parce que Hill House, ils ont comme fermé le... Ouais, je pense que Joe Hill... Ils ont fermé le chapitre, là. Ils ont fermé le chapitre Joe Hill. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis ils le vendent maintenant d'ailleurs en coffret, si vous le voulez. Moi, la plupart que j'ai lu, j'ai trouvé ça excellent. Là. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, ils les appellent encore volume 1, genre de leur série. Je sais pas si avec ce qu'ils font de Conjuring, je pense que ce ne sera pas le seul film d'horreur qui va avoir des liens dans ces séries-là. J'ai l'impression qu'ils testent des scénarios. Ils checkent avec Warner Brothers aussi pour savoir s'il n'y a pas des trucs qu'on peut... Parce que la BD d'horreur, on l'a oublié, là, mais dans les années 70, c'était fort. Là. Oui. C'était ultra fort. Même avant que le code arrive. Ouais, en fait, la BD d'horreur avant le super-héros. Ouais. Oui. T'sais, parce que le super-héros a comme mis sur pause la BD d'horreur jusqu'aux années 70. T'sais, de 1939 à 1970, la BD d'horreur... Le code empêchait de faire de la BD d'horreur. Exactement. Puis ce qui se vendait, c'était super-héros aussi. Mais avant ça, là, Tomb of Dracula, puis toutes ces affaires-là... Something est une BD d'horreur. Exact. Fait qu'il y en avait pas mal. Là, puis de le voir réapparaître comme ça, je trouve ça intéressant. Puis peut-être, justement, si ça vous a étourdi notre conversation sur les univers, là, d'avoir ces portes de sortie-là chez DC, je trouve que c'est une bonne idée. Oui. C'est absolument pas une mauvaise idée. C'est vraiment, je vous dis, c'est comme lire un film. Là. C'est quelque chose qui est très simple, puis j'ai l'impression que ça va être une très belle intrigue, puis on va avoir quelque chose de très bon là-dedans. Là. Puis il faut qu'ils continuent à faire ça d'ici, parce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de leur meilleur matériel qui ont jamais publié, là, qui était chez Vertigo. Exact. Puis on se disait, Black Label va prendre le relève, puis c'est vrai, tu sais, les vieux trucs de Vertigo sont publiés maintenant chez Black Label, mais tu sais, c'est souvent encore une BD de Batman, encore une BD de Joker. Tu sais, Vertigo, là, t'avais des gars comme Garth Ennis qui venaient écrire Preacher, là, tu sais, ça n'avait pas de lien avec l'univers de DC, là, c'était vraiment sa série à lui. Mais là, maintenant, Garth Ennis écrit du Batman chez DC. Ouais, pour faire changer. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Hey, on y va avec... on y va. Avec Black Widow. Notre sujet principal. Black Widow. Ah, vous l'attendiez. Vous vouliez avoir la critique de ce merveilleux film de Marvel. Le retour du MCU au cinéma avec Scarlett Johansson et Black Widow. Ouais. Et je tiens à dire, avant qu'on commence notre critique, que dans les 15 premières minutes du film, Alan adorait ça. Ben, ils ont mis un fondement qui était terre à terre qui peut amener quelque part. Et ça n'a pas été long. Après ça, c'était mort. Ça a duré 15 minutes. Ouais. L'état de grâce d'Alan à côté de moi, en train d'écouter le film. Moi, je vais vous avouer... Ben, on fait un petit tour de table? T'sais, comment vous avez apprécié peut-être votre soirée? Moi, j'ai aimé ça. Je mettrais ça, mettons, dans... Je dirais peut-être mes films préférés. Genre, mettons, il rentrait dans mon top 10. Ce serait peut-être 9 ou 10. Mais c'est pas vraiment un bon film. Puis ça, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui marchent pas. Il y a des affaires hyper maladroites. Tu sais, je voyais le monde qui comparait ça. Ah, c'est bon, c'est comme Winter Soldier. Non. Pas tout. Non. C'est maladroit au bout. Genre, c'est peut-être le film qui a une... Tu sais, j'aime qu'il y ait une identité
à part, genre, tu sais, ça ressemble pas tant à un film de Marvel, mais les moments où ça y ressemble, ça fait maladroit, ça brise un peu le film. Genre, il y a une belle identité dans son premier draft de scénario, mais au final, les 15 gens qui ont mis par-dessus, puis le fait que le film sorte 2 ans trop tard, tu sais, ça paraît. C'est sûr que ça aide pas, là. Non, effectivement, moi, comme je disais, j'ai commencé à voir le film, qu'on a vu le passé, que les filles étaient jeunes, puis ils étaient avec leur père, puis on parlait vraiment des espions russes, puis que c'était des enfants adoptés, puis que finalement, vu que la mission avait échoué, il allait renvoyer les enfants à l'entraînement dans le programme Black Widow. Là, tu fais comme, OK, là, on s'en va peut-être vraiment dans la trame d'espionnage, on va peut-être faire quelque chose sur serrure, on va être vraiment dans un genre de James Bond, on va peut-être égaler justement le niveau de Winter Soldier sur des intrigues. Ça a duré 15 minutes. Il y a eu un câble d'acier à terre, puis ils sont tout à fait genre maintenant là-dedans, puis c'est mort là, l'histoire. Au moment que l'histoire est partie, puis que le Taskmaster est arrivé, puis qu'on a vu qu'est-ce que c'était, là, le Taskmaster, ça a fait... Moi, on va te dire une affaire, tu sais. D'abord, j'ai aimé le temps. Ils nous ont confirmé que là, où est-ce qu'ils sont rendus dans le MCU, ils peuvent plus sortir de films terre à terre, ils sont plus capables. Parce que là, t'as vu un gros bonhomme mauve avec un gant rempli de stone qui est capable d'effacer la moitié de l'univers. Et là, ils ont le même problème de notre obstination avec DC tantôt. C'est que là, une fois que t'as vu ça, comment tu topes ça? Moi, le principal problème de Marvel actuellement, puis c'est clair dans la série Loki, là, c'est qu'une fois que t'as des pierres qui peuvent détruire la moitié de l'univers, qu'est-ce qui peut être plus épeurant que ça? Et comment tu fais pour que le public care? Tu sais, je veux dire, Spider-Man est un bon exemple. Là. Hey, maintenant qu'on a détruit et ramené la moitié de l'univers, qu'on a fait un voyage dans le temps spatio-temporel, qu'on a un gros gant de l'infini, que Tony Stark est mort, nous allons en road trip en Europe. Pour fourrer. Parce que c'est drôle de vouloir fourrer. Et là, tu t'assois, tu regardes ça, et la seule chose ça amène pas de pierre à l'édifice. Là, tu te dis, ce film-là aurait pu sortir genre après Civil War. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de réaliser que à l'intérieur des phases qu'ils ont faites, il va falloir qu'ils fassent le film-là parce que les prochains sont toujours trop gros. Plus gros, plus fort, plus gros, puis Black Widow ne peuvent pas faire ça. D'abord, elle est morte. Oui, effectivement. D'ailleurs, il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'elle est morte en tombant en bas d'un rocher, parce que visiblement, après le film que j'ai vu... Écoute, honnêtement... elle tombe en bas d'un avion. Sérieusement, il y a que la première fois que Taskmaster arrive et il fait sauter le char, il envoie 20 pieds dans les airs et il fait 22 tonneaux. Moi, il y a 3 semaines, je suis allé voir Fast and Furious 9, puis tu sais, j'ai riais du fait que James Wan faisait embarquer... C'est James Wan? Non, c'est plus James Wan qui avait résolu, c'est Justin Lin qui est revenu. Tu sais que le monde, lui, il aime ça qu'il fait rebondir ses héros, ses chars, puis un hood amortit tous les chocs. Moi, j'arrive, il n'y a rien qui peut être plus exagéré que ça, puis que le Fierro qui va dans l'espace. Ah, c'est Black Widow a fait Old Marbir. Il revole, ça tombe de 20 étages. Aucun bon sens. Ça tire des hoods de char, ça fait des accidents qui n'ont pas de bon sens, puis je pense qu'ils ont un bleu. Et ça, c'est un des gros problèmes dans le film, les scènes d'action. Il y en a qui sont correctement filmées, mais tous les scènes de combat, genre, il y a comme une espèce de concept qui s'appelle la force de frappe. Tu sais, c'est-tu avec le son que tu vas l'avoir? Comment le personnage en vole? Puis c'est important de grounder. Mettons là, que tu as un Thor puis tu as Hawkman qui se bat. Il faut que tu comprennes que Thor, quand il punch un civil, le gars va revoler par-dessus une montagne. Mais quand Hawkman il donne un coup de poing, c'est rien qu'un gars bien entraîné, fait que le gars va tomber à terre. Ben là, Black Widow, on comprend pas trop. Des fois, elle fesse le monde, puis il tombe à terre, puis des fois, elle lui donne un coup de pied, puis il passe à travers un mur. Ah, écoute, des fois, la gravité est plus là. Exact, c'est ça. C'est comme vraiment difficile. T'as l'impression d'écouter un cartoon. Genre, ça a comme pas de sens. Moi, ça m'a complètement fait décrocher. Ou elle n'a pas. C'est supposé être comme une espionne qui est hyper agile. Mais là-dedans, elle semble des fois avoir la force d'un Capitaine Américain. Moi, ça m'a complètement fait décrocher. Là. Ce bout-là, là, écoute, tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, ils vont être obligés de rééditer la fin de Endgame. Où ce qu'elle se relève, puis elle fait « Ce sera pas long, j'y retourne. » Pas long, je me suis raté. Ce sera pas long, il en reste une autre. Et finalement, c'est Hawkman qui est obligé de l'achever. Il l'achève avec une flèche explosive. Non, mais Grim, ça n'a pas de bon sens. Elle est indestructible. Complètement indestructible. Je trouve ça clever, je trouve ça intelligent d'avoir fait le film après Civil War. Oui. D'avoir pris la trame puis de se dire, regarde, ça se passe tout de suite après Civil War. D'abord, Civil War semble être le point où genre tout éclate, là. Genre, c'est parce que l'équipe, en plus, c'est un point qui est facile parce que tout le monde était séparé après ce film-là. Donc, si tu veux faire un film solo avec quelqu'un qui voit personne, tu le prends au point d'explosion. Exact. Fait que, tu sais, il n'y a jamais d'Avengers parce qu'ils sont séparés, puis tout le monde est occupé, tout le monde est fugitif. On y va-tu dans les spoilers? Oui. Okay. Parce que moi, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, je vous en ai parlé en revenant. Là, il y a comme une espèce d'occasion manquée. Ce qui fonctionne dans le film, c'est le côté familial.
Tu sais, moi, un gros défaut, c'est que ça s'appelle Black Widow, puis toutes les autres Black Widow sont plus intéressantes que le personnage de Scarlett Johansson. Sa mère est plus intéressante. Sa sœur, Florence Pugh, est moi, ça, c'est mon coup de cœur du film. Le Red Guardian, il est hyper drôle. Lui, il vole carrément toutes les scènes où il est dedans. Puis tu te ramasses avec un... Hey, j'ai oublié mon idée principale. Continue. Non, je te disais que moi, sa sœur, c'était mon coup de cœur dans le film. Honnêtement, là, cette actrice-là et le personnage Florence en tant que tel... J'ai adoré ce personnage-là. Sauf que là, encore une fois, ça, c'est ce côté que j'ai... Tu sais, vous avez parlé de la famille, puis tout, oui, la famille, là, il y avait une belle chimie. Sauf que... Simonac, y a-t-il quelque chose qui marchait là-dedans? Florence Pugh, au début, est dans une mission de Black Widow pour assassiner quelqu'un. Elle est endoctrinée. On l'a vu au début du film, là, elle allait se faire suivre le programme. Puis, à l'époque, le sérum n'existait pas. Mm-hmm. Donc, elle s'est fait endoctriner qu'elle avait 6 ans pour devenir une Black Widow. Le sérum est censé exister 20 ans plus tard, puis ils ont donné. Arrive sur une mission pour tuer quelqu'un. La personne, il envoie le sérum d'en face pour la déprogrammer et elle devient la petite fille la plus gentille du monde. Ouais. L'endoctrinement russe, il était où là-dedans? Tout le long du film, toutes les personnes qui ont été endoctrinées par la mesure russe, là, dès qu'ils reçoivent le sérum d'en face, ils deviennent des Occidentaux là, pro-Disney, là, puis ils aiment la vie. Ah, c'est assez incroyable. C'est ridicule. Puis tu allais parler de la famille, Jean. Oui, c'est ça m'est revenu, la famille. Parce que, tu sais, fondamentalement, le film, il nous montre une famille dysfonctionnelle, puis comment un peu se réparer quand on se fait confiance, puis qu'on décide d'être franc et honnête les uns envers les autres. Puis, à la fin, ça donne l'idée à Black Widow de dire, bon, ben, je vais aller réparer les Avengers. Je vais être comme la mère pour eux autres. Là, je vais aller chercher, puis on va tu sais, c'est ma deuxième famille, puis il y a un beau parallèle. Puis moi, j'étais là, aïe, ça aurait tellement été hot qu'ils tuent les personnages, ou du moins qu'ils leur fassent vivre quelque chose, tu sais, que le sacrifice soit en jeu. Comme ça, sa famille, elle l'aurait vu, que c'est important qu'ils restent unis, puis qu'il faut que tu te sacrifies, dans le fond, parfois pour sauver ta famille. Puis tu sais, là, ça viendrait expliquer pourquoi elle se sacrifie à la fin de Endgame. Mais là, finalement, tout le monde survit, tout le monde est heureux. Ils sont tous revirés de bord contre les méchants russes au bon moment. Puis finalement, c'est tout du bon monde. Mais là, on dirait que ça ne marche plus. Mais même l'histoire de leur mère, là, hein, qui finalement qui a envoyé ses 2 filles arrivées, qu'elle a élevées pendant 2 ans et demi. C'est des enfants ils se sont fréquentés 3 ans au maximum. Là. Les Russes ont imposé une famille à ces 2 parents-là. Pendant 2 ans et demi, ils ont eu ces enfants-là. La mère, c'est elle qui a créé le sérum qui endoctrine le programme Black Widow. Elle est le bras droit de la Chambre Rouge. Elle est vraiment officiellement le bras droit parce que c'est elle qui a tout créé le programme au grand complet. Et quand ces filles qu'elle a élevées pendant 36 mois arrivent, elle veut tuer tout le monde dans son programme. Ouais, elle veut détruire le programme, mettre fin au programme. Ouais, puis c'est elle qui a créé le programme. Elle a drogué toutes ces filles-là au grand complet. Tu sais, le pouvoir du méchant qui est fait, parce qu'on va parler tantôt du méchant de la fin, là, tout le pouvoir qu'il a accumulé dans sa vie, c'est grâce à elle. Mais à cause qu'elle voit ces filles qu'elle connaît même pas par leur vrai nom, qu'elle sait même pas d'où ils viennent, elle devient le personnage le plus gentil du monde. Ce qui est impressionnant, puis parlons-en de cette fameuse chambre rouge. Moi, tout au long du film, quand on me parle de la chambre rouge, je me dis, tu sais, pour échapper à Tony Stark, pour échapper aux Avengers, pour échapper à tout ce qu'ils ont mis de l'avant dans les différents films, il va falloir que ce soit comme S.H.I.E.L.D. puis Hydra. Il va falloir que ce soit dans un hostie de coin crade de la planète, genre, qu'il n'y a pas de Wi-Fi, puis que, tu sais, genre, il fait noir, genre, 24 heures sur 24, là, puis genre, sont underground, dans le fond d'une montagne, là. Dans le fin fond avec les Afghans, là, puis genre, c'est indétectable, c'est tout remodelé, genre, de plomb pour être sûr au cas qu'il y aurait un Superman à quelque part. T'sais, genre, cette base-là est crade russe parce qu'elle a survécu, genre, à la chute de l'URSS, donc, sont quand même pauvres, mais ils fonctionnent avec des moyens du bord, fait que ça doit être ultra crade. Non, c'est Cloud City. Ils ont une méga base dans le ciel qui ne volent pas avec des répulseurs, avec des hélices, ce qui fait que ça doit dégager de la chaleur en malade. Et le déplacement d'air qu'il doit avoir autour de ça, tu sais, quand tu passes en dessous, tu fais comme, j'ai perdu mon chapeau. Même le duo de Météo Média qui ne sait pas capable de dire qu'il va mouiller dans 15 minutes serait capable d'avoir le déplacement d'air là. Honnêtement, là, cette base-là doit être la base la plus facile à trouver de l'histoire de l'humanité. Là. Je veux dire, suffit qu'un satellite de Stark, genre, baisse un peu puis il rentre en collision avec, puis c'est fait, là. Un jet passe en dessous avec le déplacement d'air, il fait comme quoi? Ouais, c'est pas que le jet explose quand il passe là. Honnêtement, c'est la base la moins bien cachée de l'histoire de l'humanité. Et tu sais, avant qu'on revienne sur les parallèles qu'on a fait depuis moi dans le cinéma, t'as aussi le reveal du gros méchant qui contrôle genre les Black Widow à travers le monde. Et là, tu te dis, OK, il doit y avoir genre une raison pour laquelle genre il y a un réseau aussi grand de Black Widow. Tu sais,
à quoi ça sert, parce que l'URSS est défaite. Ouais. Fait que visiblement, c'est pas pour ramener le communisme, parce que... C'est ça, il doit avoir un master plan. Est-ce qu'il vend ses services? Et là, il nous sort qu'il peut faire monter le prix du pétrole. Hein, il contrôle les cours de la bourse en envoyant des filles coucher avec des magnats du pétrole puis des affaires d'argent. C'est qu'à travers son armée de femmes cute, ben, il les envoie infiltrer des hommes riches et puissants puis il contrôle le monde comme ça. Et comment il contrôle son armée de Black Widow pour pas se faire tuer? Avec ses phéromones, par leur flatter à la face en disant « Tu peux pas me toucher puis tu peux pas me faire mal, tu fais tout ce que je veux. » Et le gars, il ressemble à Harvey Weinstein pour de lunettes. Le gars a une armée de super espionnes et il fait monter le prix du gaz. Dans l'univers Marvel, c'est ça, son gros... son kick, c'est ça. Là. Au Québec, on y goûte en crise, c'est en site. Mais c'est ça. On va y envoyer une Black Widow. Mais non, ouais, c'est... Tu sais, dans la longue liste des vilains mal développés et pas chez Marvel, c'est le pire. Lui, pas juste ça. C'est le pire. C'est le chef de la Chambre Rouge. C'est un Russe par-dessus tête. Nous autres, on l'a vu en français, mais j'ai été faire mes recherches aussi pour en anglais. Et il paraît qu'il parle presque comme un Texan, là. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, si tu amènes les Russes dans ton histoire, puis que son plan, c'est pas de ramener l'URSS ou le communisme, parce que visiblement, ça marche. Tu sais, tu peux pas dire ça. Il a même pas dit Hydra, au moins pour nous changer. Non, tu sais, c'est ça. Tu pourrais dire, OK, il y a un concept de domination. Non, il veut pas dominer le monde. Il vend ses services, genre, puis il fait monter le prix du pétrole. Tu sais, il y a un livre de cote à la bourse, puis il fait comme, ça, il faudrait que ça remonte de mon bord pour que je fasse de l'argent, puis il envoie Black Widow. Tu sais, je veux dire ça dans un univers où t'as pas Thanos, puis t'as pas Civil War, puis t'as pas tout ce qu'on a vu. Ben, ça fait vilain de James Bond, pas. C'est exactement. C'était dans Moonraker. Tomorrow Never Die avec le journaliste. Oui. Le manga des nouvelles. Mais ça, c'était bon, ça. Mais c'est à peu près la même idée. Avec les médias puis les nouvelles, il était capable de contrôler les cours de la bourse. Il créait des nouvelles, puis lui, il faisait virer son journal avec ça. Mais tu sais, dans un contexte de James Bond, tu te dis, man, le gars, ils veulent, tu sais, je veux dire, parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de, tu sais, t'as pas connu non plus S.H.I.E.L.D., t'as pas de... Tu sais, t'as pas de New York qui a été envahi par des extraterrestres. C'est pas des scénarios Oscar non plus. Puis, tu sais, je veux dire, en plus, James Bond, t'as pas de casser à la tête avec le reste de ton univers étendu. C'est ça, là. Fait que, tu sais, tu te dis, ça fonctionne, le gars est genre juste vraiment evil. Mais dans le contexte de Marvel, tu te dis juste, quel crétin, tu sais. Quel esti de crétin. Tu sais, je veux dire, Age of Ultron, là, il a fait quoi pendant ce temps-là, lui? Quand Ultron est arrivé, puis genre, il a joué avec toute la bourse, là, puis lui, il a fait quoi, lui? Il a envoyé des Black Widow. Il a des Black Widow couchés avec Ultron. De toute façon, on voit comment Marvel traite les super intelligents. Je suis le robot le plus puissant du monde. J'ai downloadé toutes les connaissances de la planète. Je vais vous exterminer comme les dinosaures. Ouais. OK, c'est parce que tu pourrais faire bien pire que ça. Hein? Bien pire que ça. Tu peux crisser tout l'argent du monde à terre. En une seconde, non. Je vais vous tirer de grosses roches à la tête. C'est beaucoup mieux, ça. Avec du vibranium, à la place de même chercher des astéroïdes dans l'espace parce que je suis un robot puis je peux y aller, là, ben, je vais lever une ville puis je vais la tirer à la tête. Ouais, c'est... Mini-déception aussi de mon côté. Genre, la réalisatrice, là, elle semblait avoir une idée puis faire le film qu'elle voulait. Puis il y a beaucoup de plans sur les fesses de Black Widow. Tu sais, je vais aller là. Tu sais, je veux dire, on le sait tout, là, un belle comme un cœur. Puis tu sais, c'est plaisant, là, un beau petit suit. Mais genre, dans Avenger de Joss Whedon, je peux comprendre. Mais là, son film à elle, on a-tu besoin des plans sur ses fesses à toutes les 5 minutes? Surtout venant d'une réalisatrice, j'étais là. C'est bien bizarre. Surtout que le film, en quelque sorte, là, hein, c'est parce que l'histoire du film, du pourquoi qui a existé, c'est affreusement triste. C'est triste. Je me rappelle plus quand il s'appelle. C'est-tu Bobby Gull qui s'appelait, celui qui était à la tête de Disney à l'époque? Oui, il y avait eu un leak de courriel. De courriel qui avait fait un statement assez solide en faisant comme je ferai jamais de solo movie avec les femmes, les filles de filles, et ça fait pas une tabarnak de scène. Jamais je vais donner le lead caractère. Et genre un mois après, sort Wonder Woman, le premier. Jenkins. Puis le film cartonne. Et on sait tout ce qui s'est passé avec tout le monde s'est viré vers Disney puis on fait comme c'est parce que vous en avez 3 dans votre équipe. On sait tout ce qui s'est passé avec ce monsieur-là. Il n'a pas perdu sa job quelques mois après d'ailleurs aussi. Ils ont fait Captain Marvel tout de suite en presque catastrophe. Là. Puis Black Widow, c'était le meilleur culpa que Disney faisait à Scarlett Johansson parce que c'était la première héroïne officielle qui existait. Elle n'avait même pas eu son film. Ils ont fait Captain Marvel avant elle. Mais ça, on va s'entendre. C'est un bien meilleur film que Captain Marvel. Oui, c'est parce que... Oui.
Le côté girl power, aussi crasse qu'il peut être dans Black Widow aussi, là, c'est parce qu'il était maladroit par moment. Il était moins crasse que dans Captain Marvel. Parce que Captain Marvel, le personnage n'avait pas de personnalité, donc tu sentais pas ce côté-là. Tandis que pour Black Widow, on l'a connu. On a connu un personnage qui était détruit, qui pleurait souvent, puis tu sais, qui se cherchait beaucoup. Ça fait que ça fonctionnait beaucoup sur ce niveau-là. Donc, le fait qu'elle, elle se cherchait, puis qu'ils ont montré aussi qu'elle avait des remords sur l'histoire de Budapest, c'est que tu comprends. Sauf que le côté crasse du girl power, Taskmaster et la petite fille qui était supposée d'être morte, et le programme Black Widow qui s'est fait soigner à la fin, pendant que la base avec 3 millions de personnes s'est écroulée, tout le monde est mort, sauf toutes les petites filles qui sont devenues gentilles. Tout le monde est mort. Sauf les filles qui étaient devenues gentilles. Puis ça m'est venu genre en réflexion par après. Je me disais, probablement qu'ils sont pognés que le fait que le film soit sorti aussi tard, là, le fait que ça soit une héroïne qui a un passé sombre en Europe de l'Est, puis qui essaye de s'attourner, puis que ça ait créé des problèmes avec sa famille, ça vous rappelle pas une histoire qu'on s'est fait raconter par Marvel là, quelques mois? Tu sais, c'est WandaVision. Oh, oui. Puis genre, je pense qu'ils ont comme sous-estimé, puis ils sont comme ramassés pognés avec genre 2 personnages qui ont des backgrounds un petit peu similaires. Tu sais, je suis pas le plus grand fan de WandaVision, mais l'histoire qu'il nous a racontée, puis de la manière qu'ils l'ont traitée, c'était plus intéressant qu'au final Black Widow. Et je pense que Black Widow, on doit en parler, c'est la scène du bureau. Qui clairement n'a pas été écrit par le réalisateur ni même par le scénariste, là, qui a l'air carrément d'une commande, là, genre arriver sur ton bureau, genre je veux que... Puis qui a probablement été écrit genre dans le heat de toute l'histoire Weinstein. Puis le fait que ça sort 2 ans après, c'est tellement outdated, là. Tu regardes ça, puis c'en est presque malheureusement risible. On dirait une scène que s'imagine les gens qui entendaient parler du MeToo pour la première fois de leur vie, il y a 2 ans et demi. C'est pas juste ça, c'est parce que la façon qu'ils approchent les filles puis qu'ils leur flattent la place, il y a un côté massin et même malaisant. Tu sais, 2 ans après le MeToo, là, revoir ce genre de choses-là, on dirait que ça fait comme... ils prennent un acteur qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Weinstein. Avant qu'il y ait une marchette. Il lui fait faire un discours genre qui est juste carrément un résumé des témoignages des filles dans cette histoire-là. Là. Oui. Genre, tu peux pas me toucher parce que j'ai des phéromones, mais lire ici, tu peux pas me toucher parce que j'ai du pouvoir sur ta carrière. Ouais. C'est moi qui vous donne un but dans la vie. C'est moi qui vous oriente. Il n'y en a pas une pour virer contre moi. Vous êtes mes pions, puis je vous place ce que je veux. Je vous place ce que je veux. Vous allez faire ce que je vous demande parce que c'est moi. Puis écoute, t'écoutes ça, c'est malaisant. Puis tu sais, il dit pas ça assis, là. Il a la face collée dessus, puis il est presque il est sur le bord de sortir de la langue, puis il liche la face. Il sue dessus, là. Puis il flatte la face tout le temps avec sa main, là. Tu fais comme, c'est... Puis il a vraiment l'air d'un gros porc, là. Il sue, là, puis il dit ça, là. Puis tu sais, à un moment donné, la solution pour Black Widow, là, c'est de se péter le nerf. Mais de toute façon, il y a que son plan de phéromones, tu vois que ça a été rajouté par après, parce que le plan de Budapest qu'ils l'ont tué, c'est Black Widow qui l'a tué, une de ses agentes. Ils ont mis des bombes dans le building puis apaisé Swan. À quoi sert ces acides de phéromones? Si elle avait pris un gun puis elle était à 15 mètres au fond de la salle, là, elle aurait pu tirer une balle dans la tête. Non, avec un sniper, tu peux le tuer. À quoi que ça sert? Ça a servi à démontrer le pouvoir de certains hommes d'influence sur des filles et à expliquer pourquoi certaines filles n'agissent pas. Puis Black Widow, il faut tout regarder le deuxième degré. Quand elle se pète le nerf, c'est l'équivalent de dire les filles, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, faut que vous fassiez violence. Faut que vous fassiez violence, puis faut que ça va vous faire mal de vous en sortir. Puis il y a comme tellement de dénonciations, de trucs. Dans ce 12 minutes de scène-là, à peu près, là, j'ai fait comme, j'écoute ça le CN ou j'écoute Black Widow? J'écoute ça le procès de Weinstein ou j'écoute... je suis comme plus sûr là, de ce que j'écoute, en fait. Là. Puis, tu sais, ça vient au détriment du film parce que, OK, le message, je veux dire... ça coupe le film. On peut pas être contre la tarte aux pommes, là, mais au final, ça crée une espèce de vilain qui est hyper drabe, tu sais, qui est comme rien qu'un cliché, tout ce qu'on veut pas être, tout ce qui est dégueulasse, puis tu sais, ça enlève ses motivations. C'est comme rien qu'un gros homme riche, véreux, manipulateur qui aime mansplainer, pognasser les filles. Puis tu sais, je veux dire, il devient rien au-delà de ça, là. C'est une caricature d'une caricature. En fait, la question que je me posais, c'est quelle réaction on aurait eu si on avait vu le film au moment où il était supposé sortir. En voyant cette scène-là, genre qui
qui était dans l'actualité. Je veux dire, on était en plein dans ça. Est-ce qu'on se serait dit, waouh, quel courage, ils sont en train d'amener au cinéma une situation qu'on vit. Ce qui m'a plus surpris, moi, c'est que dans toute l'actualité, dans toutes les critiques de films, il n'y a personne qui en a parlé. C'est comme si... Presque personne. C'est parce que vu que le sujet peut-être plus tombé dans... Weinstein, on ne veut pas en parler, il rentre en prison, là. On dirait que le monde n'a pas voulu ramener son nom. C'est bizarre parce que quand j'ai fait des recherches après le film en me disant... 2 ans, vu qu'il est encore en procès, là, je suis convaincu que son nom est sorti beaucoup plus souvent. Là. Puis, je veux dire, ils l'ont avoué. Que cette scène-là et que ce film-là s'est fait dans le processus du MeToo. Oui. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois que le retard de sortie d'un film puis le timing d'un film, des fois, c'est important, surtout si tu as un message politique à passer. Effectivement, puis si souffle sur l'actualité, effectivement, ça peut avoir un effet. C'est sûr que ça a un effet parce que ça a tombé un peu à plat. Je veux dire, on n'est pas sorti du MeToo. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont correctes et que tout le monde est merveilleux et qu'on a atteint la parfaite égalité. Sauf que la démonstration qui a été faite dans le film, c'est une démonstration qui a été faite dans 2 ans. Puis je pense que dans notre conversation, on est maintenant plus loin que ça. Là. Oui. On est beaucoup plus loin que ça dans notre conversation, à savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Je pense que même Hollywood est rendu plus loin que ça. Peut-être, oui. Parce que là, ça, c'était vraiment genre le programme A. Là. Tu regardais ça, tu recevais ça comme une brique là, en pleine face. Tu te disais, hein? Ouais. Hein? Et ça, quand je vous parlais au début du premier, le premier jet, là, le bon scénario, ça, c'est clairement pas quelque chose qui c'était pas là, ça. Là, ça sonnait rajouté, ça sonnait ajouté fois 1000. Ça, puis toutes les mentions. Tu sais, quand je disais tantôt que quand tu lis du Batman puis que c'est bon, t'as pas besoin de faire référence à Wonder Woman, il y a tellement de moments dans le film où à faire référence à Tony Stark ou quelqu'un va y parler de Captain America, puis on n'a pas besoin. Laissez-nous tranquille avec le Boys Club. Là. Genre, c'est son film. Là. On n'a pas besoin qu'il nous rappelle. Puis, tu sais, c'est ça qui faisait très Marvel. Là. Les espèces de jokes, de références au reste du monde. Il y aurait des références qui étaient drôles. Le Red Guardian qui dit que c'est... Captain America, c'est parce que, tu sais, le Red Guardian... que ça se limite à ça. C'est parce que, chronologiquement, normalement, ces deux-là sont supposés s'être déjà battus ensemble. Sauf que là, c'était impossible. Parce que lui, il a dit, oui, je me suis déjà battu avec. Puis quelqu'un il était congelé. Mais l'affaire, par contre... que je mens. Mais l'affaire, par contre, c'est que, tu sais, OK, pas faire référence au Boys Club. Je comprends, c'est son film à elle. Sauf qu'ils l'ont fait dans Thor Ragnarok, ils l'ont fait dans 1 million d'autres films. Dans Doctor Strange, ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans Iron Man 3. Ils l'ont fait dans tous les autres films de gars aussi. Là. Dans Thor Ragnarok, ils parlent de Tony Stark à peu près 8 fois. Mais Spider-Man 2, c'est un film d'Iron Man. Spider-Man 2, c'est juste ça. C'est pas un reproche à ce film-là en particulier. C'est peut-être rien qu'une écœurante de ça. J'aurais aimé ça voir autre chose. Ce qui était con aussi, là, sérieusement, on avait-tu besoin du backstory de son Bleach puis de sa veste? Ah, ça, c'était drôle, ça. C'est comme genre, pour être sûr, à ceux qui n'ont pas compris que c'est après Civil War et avant Infinity War, on va juste... D'ailleurs, cette petite veste-là dans Endgame, on la voit pas, là. Puis, là, quand elle parle à la radio, je pense, au début. Tout le monde qui se posait des questions là-dessus? On s'en calisse. On veut savoir pourquoi elle est blonde, là, parce qu'elle voulait se cacher puis elle s'est acheté un bleach à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est comme, on sait tout. C'est une espionne. J'espère qu'elle s'est déjà teindé les cheveux. On s'en contre. Mais c'était comme pour placer le film, là. Tu sais, genre, hey, on vous perdra pas, là. On est vraiment juste avant Infinity War. C'est comme quand ils ont été chercher William Hurt. Exactement, pour Ross, le général Ross. Parce que c'est lui qui travaillait sur lui, là, c'est le grand gagnant du MCU. Hein. Il est là depuis le début. Oui, puis il a fait de l'argent à toutes ses apparitions, puis ils l'ont mis tout le temps pour nous rappeler que c'était un univers étendu. Il est partout. J'ai beaucoup aimé le fait de William Hurt aussi, la façon qui a été ajoutée dans le film. C'est comme, ça prendrait quelque chose de plus grondé pour le mettre. Le film, il finit de tourner. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on pourrait demander à William de filmer des scènes de peu importe où ce qui est sur la planète Terre, puis on va les ajouter. Parce que même à la fin, quand elle dit, je vais me faire arrêter par Général Ross, là, tu vois les Jeeps arriver, puis Black Widow qui est là. Elle est supposée de se faire arrêter, puis le plan d'après est avec son chum, puis il amène un Queen Jet, puis on va chercher Captain America. C'est quoi qui s'est passé avec le général Ross? On ne l'a jamais su. Elle était une fugitive recherchée, puis elle vient de détruire une base russe qui avait jamais vu. Qui avait jamais vu. Ça fait qu'ils l'ont laissé aller de main, ils ont fait t'as détruit une base russe, t'es correct. Dans la gravité du MCU, là, ne passons pas sous silence le fait que cette immense base qui est gros comme un continent s'effondre et tombe comme une plume. Genre, Black Widow a le temps de tomber, se battre dans les airs, ouvrir son parachute, tomber, on voit les morceaux tomber au ralenti. Et honnêtement, là, c'était le meilleur combat de Chicken Fight depuis Terminator Dark Fate. Ce combat-là commence sur la base, est encore dans les airs et se termine littéralement à 3 secondes après qu'elle ait ouvert son parachute on the ground. Ouais. Ils se sont battus
tout le fucking long qui ont descendu. J'étais comme... Ah, mais au moins... Hommage à Terminator. La base, au moins, a été correcte. Elle n'aura pas envoyé des débris par la tête. Tu sais, au moins, la base... Elle s'est pas décroisée sur une ville non plus. Non. Tu sais, je veux dire, ça aurait pu être genre juste au-dessus d'une ville russe, mettons, plein de villageois. Moi, je continue la vie. Là, ce qui aurait été drôle, c'est la base tombée. Tout ce que tu voyais, c'est une pancarte, là, rescapé de Sokovia. Relocalisation de Sokovia. De Sokovia, habitant de 2500 personnes. Oh, on a terminé la job. Age of Ultron. On voit Wanda qui revient, qui va faire ses commissions puis qui est comme un limite. La voix enfin, la vie revient à son âme. Oh non! Ça recommence. Ça recommence. Mais non. Mais écoute, maintenant, on peut parler peut-être de la end credit scene qui est arrivée genre... après la série dans laquelle on a vu le personnage. Ouais, ils ont représenté Madame Hydra qu'on a vu dans le Falcon and Winter Soldier. Qui a l'air de vouloir se monter une équipe, finalement. Là. Effectivement. Là, c'est parce qu'on parle beaucoup des Dark Avengers. T'sais, on a eu beaucoup de liens avec les Young Avengers, puis là, on voit des Dark Avengers parce qu'on a le anti-Captain America. Là, ils ont été chercher la anti-Black Widow, puis on va en avoir d'autres qui vont apparaître tranquillement pas vite. C'est pas une mauvaise idée parce que, rappelez-vous, dans les premiers films, là, quand Thor est sorti, quand Hulk même... Au début, c'était Ross ou genre Robert Downey Jr. qui arrivait à la fin puis qui disait... C'était Nick Fury. Ouais, c'est ça. Il allait chercher chacun de ses Avengers. Puis là, on comprenait. Puis là, tout le monde faisait « Oh mon Dieu, ils sont en train de travailler les Avengers. » Ben là, ils font exactement ça avec l'équipe d'Hydra. Ce qui est con, c'est parce que dans le temps qu'on parlait de Black Widow, je disais que ça allait ramener Hydra. Mais c'est vraiment ça qu'ils ont fait, mais ils l'ont pas fait dans le film. Non. C'était fait d'une possibilité parce que normalement, Madame Hydra, on était supposé la découvrir là pour la première fois avant Falcon. Exact. Alors, on se demande dans quoi ils vont le ramener, Hydra. C'est-tu dans Shang-Chi ou dans Eternals? Parce que là, maintenant. Il n'y en a pas vraiment de film qui s'en vient avec Hydra, qui a une possibilité d'Hydra. Tu sais, Doctor Strange in the Multiverse, d'après moi, il n'y aura pas grand Hydra là-dedans. Là. Ouais, puis, tu sais, on pensait peut-être les voir apparaître un petit peu dans WandaVision. Ça n'a pas été très clair là-dedans. Finalement, ils ne sont pas en arrière de TVA non plus. Non. Vous êtes-tu à jour, d'ailleurs? Non, pas en tout. J'ai aucun hostie d'intérêt pour cette série-là. Mais je vais l'écouter pareil. Ça se termine mercredi cette semaine. Ouais, mais je vais probablement les écouter genre. J'ai recommencé à écouter Bad Batch tant qu'à ça, moi. C'est que... je vais peut-être me taper genre parce que je veux qu'on en parle pareil. Ça vaut la peine. Lucky, c'est meilleur que... Moi, je suis à jour. Hein. Ouais, c'est la plus le fun des trois qu'ils ont fait. Parce que je veux dire que moi... Ça a ses problèmes aussi. Là. Moi, j'ai adoré WandaVision, même si vous êtes contre moi. Moi, j'ai adoré WandaVision. J'ai vraiment trouvé que c'était une bonne série qui s'est gâchée dans le dernier épisode. Où ce qu'ils ont fait comme « Ah, ouais, finalement, on peut pas vraiment aller là. » Fait que... Too bad, Skybeam, bataille entre deux filles, puis de la lumière, puis ça va te régler là. Présentement, ils ont deux séries, puis les deux, ils ont fini en cul de poisson. L'autre, ils ont bien fini avec Falcon, puis ils ont pris Winter Soldier, puis ils ont fait « Ah, on t'a oublié. » On a oublié de te donner une fin. Oups. Ouais, mais c'est pas grave, c'était pas si important que ça. À la fin du générique, le prochain film, Falcon, Winter Soldier. Mais, appelez-vous, Lucky, c'est bon, mais c'est encore le même problème. Tu sais, on disait... Les séries, ils se font dire, faut pas que ça ait d'impact sur les films. Tu sais, c'est l'univers du MCU puis du voyage dans le temps. Puis je suis rendu dans l'épisode 5, puis je fais comme, pour une série qui parle de voyage dans le temps, il y a très très peu de voyage dans le temps. Genre, ils vont sur des planètes qui sont des clins d'œil puis tout. Mais tu sais, il n'y a pas d'éléments historiques qui touchent à rien. Tu sais, c'est concis puis c'est le fun pour ça. Ils veulent contenir ça le plus possible pour être sûr de ne pas dépasser le limite. Tu regardes la bande-annonce, la phase 4 va commencer là. Non, en même temps, ils peuvent pas. Ils veulent pas, genre, le réalisateur de Doctor Strange qui cogne à la porte qui fait comme Hey, esti, c'est parce que. Moi, c'est pas ça, là! Non, mais Doctor Strange, c'est le multivers, mais lui, ça a plus de répercussions possiblement avec Krang le Conqueror qui va dans Ant-Man. Pas comme Mephisto. Ouais. Il est là, d'ailleurs, Mephisto. Il est là? Dans le premier épisode de Lucky, là, il y a comme, ils sont dans une église, puis il y a un des vitrails en arrière, puis là, les fans étaient encore là. Oh non, c'est Mephisto! C'est Mephisto! Mais tout ça pour dire que Black Widow, hein, c'est... Ouais, non, mais effectivement, mais on a parlé de la post-credit scene, mais la seule chose que je peux donner, là, c'est que si c'était vraiment le cas, il y a 2 ans, c'est que pendant le tournage de Hawkeye, la série, ils l'ont bien caché, Florence, c'était la méchante du film, de la série. Ben ouais, effectivement. On a vu une photo du set avec Jeremy Renner puis Hailey Steinfeld qui était dedans. C'est 2 seules photos. Pourtant, la série finit de tourner. Là. On n'a jamais rien vu d'autre. Ça fait que Florence Pugh est la méchante de cette série-là et on ne le savait même pas. Ben, je suis pas sûr qu'elle va être la méchante. Ça serait logique.
Mais elle a une photo, il faut qu'elle aille chasser Hawkeye, puis on sait tous que les films de DC, de Marvel présentement, pointent sur Disney+. Depuis Endgame, c'est tout ce qu'ils font, présenter leur série TV. Ah, c'est vraiment juste un trailer de série télé. Le film sort représenté à tes séries TV, puis parlant de séries TV qui pointent là-dessus, on disait que c'est un film qui était so-so, sauf que box-office. Ouais, ça va très bien. Le film a battu quand même Fast and Furious 9. On parle de 141 millions pour la première fin de semaine. Sauf que là-dessus, c'est parce qu'il y a 60 millions qui est de Disney+. Quand même. C'est énorme. C'est qu'on parle de 60 millions qui est direct dans les poches de Disney, là, qui n'a aucune distribution à travers les cinémas. Mais en même temps, rendu là, on n'est pas encore dans l'essoufflement. Moi, je pense qu'on l'est, mais pas pour le cinéma. Ouais, mais c'est parce que Black Widow, si le film avait des 0 sur 10, c'est le nouveau Marvel qui arrive. Mais Black Widow avait un bon casting à écouter à la maison dans ton salon. D'abord, c'est un film, ça fait 2 ans qu'il est tourné. Tu t'attends pas à ce que ce soit super-héros full kit. La prochaine fin de semaine va être catastrophique. Ouais. Direct en partant, là, le samedi, il y a eu une drop de 46%, c'est quelque chose qui n'était jamais vu dans un film de Marvel. Même malgré la pandémie, là, Fast and Furious, les autres films qui ont sorti dernièrement n'ont pas droppé de même. C'est la première fois qu'un film de Disney, surtout un film de Marvel, drop autant. Ils n'ont qu'à pas le sortir sur Disney+. Gang de morons. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne vont pas encore au cinéma. Puis 60 millions dans tes poches. Non, ça fonctionne. Mais en même temps, c'est comme je te dis, ils se prêtent à ça. Tu sais, je veux dire, si tu m'avais sorti Avengers Endgame en maison... Les effets spéciaux par moment sont tellement cheap qu'ils fonctionnent très bien à TV. C'est ça, je te dis. Il y a des bouts que ça filait cheap série TV. L'intérêt aussi, c'est Black Widow, ça fait 2 ans qu'il se posait de sortie. Tu sens déjà que le hype n'est plus là. Il est déjà en retard. Tu as l'impression qu'on a déjà passé un peu à autre chose. Tu te dis... Moi, je vais le louer, 30$, je vais le louer à la maison. C'est pas comme si, Endgame, personne n'aurait fait ça. Là. Bon, tu vas voir ça en IMAX. Le film était présenté en IMAX. Ça, là, personne va écouter ça à la maison. Ou encore, ça va être des bénéfices de plus parce que quand tu vas revenir, tu vas vouloir le réécouter. Ouais. Puis là, tu vas probablement te le taper sur ta TV. T'sais. Alors, Black Widow, c'est un peu difficile de juger. C'est comme... On dirait que c'est un film fait pour ça. T'sais. Un peu. Ouais, c'est un TV movie. Exactement. Hey, on termine avec les poisons peut-être rapidement. On a déjà pas mal dépassé notre temps. Je commence avec qui? Ouais, je vais commencer de bord. Vas-y donc. Je vais commencer avec encore du Boom Comics. J'ai commencé à lire aujourd'hui une série que j'avais commencé les derniers mois qui s'appelle Proctor Valley. C'est écrit par Alex Irvine et Grant Morrison. OK. C'est une série, dans le fond, qui parle, ça se passe en 1970. C'est une gang de hippies adolescents qui veulent se ramasser de l'argent pour y voir genre un show de Janis Joplin, mais sauf que c'est vraiment des hippies de l'époque, anti-Vietnam, qui sont pas très bons à l'école, puis qui se passent plus de temps à se geler à la face que faire de quelque chose d'intelligent. Et à un moment donné, ils entendent parler qu'il y a des mondes qui ont disparu dans ces Proctor Valley, c'est comme une vallée pas loin de leur coin, puis... pour un trip de même, il décide d'employer des gars dans une fête foraine, puis il dit « Hey, on fait le lift là, pour 5$, on vous emmène Proctor Valley, pour vous emmène voir des monstres, ça va être drôle. » C'est qu'il emmène les gars là-bas. Les gars pensaient que pour 5$, ils allaient pouvoir fourrer les filles, mais finalement, il y avait vraiment des monstres, puis ils se sont tous fait tuer, là, les gars. Il y a que la gang de filles qui ont réussi à se sauver. Cool. C'est quoi, c'est juste de même dans un TP, tout simplement? Ben non, ça sort en single. Le TP sort dans 2 mois à peu près. OK, mais juste pas ongoing, genre, c'est une mini-série? Non, c'est pas ongoing, c'est une mini-série. Je pense que c'est un 5 numéros, là, quelque chose dans le genre. C'est que là, présentement, il y a 4 numéros de sortie. Le dernier va sortir dans pas long. Donc là, tu te ramasses avec la gang de flots qui sont semi-accusés d'avoir fait disparaître ces flots-là parce qu'ils sont passés avec. Et c'est vraiment pas une gang de vite, là. Ils sont vraiment caves. Puis ils sont poignés à essayer de combattre des fantômes et des gros monstres un peu partout. Donc, chez Boom Comics. Hey, sérieusement, c'est bien décidé, c'est très cartoon, c'est très drôle et non, je pense que ça vaut le détour. Nice. Jean-Nic? T'étais dans la thématique les enfants meurent cette semaine. Ben oui, hein, c'est hard ça. Jean-Nic, là, il n'y en a pas 3. Faut que j'en coupe 2. Ouais, oui. Je vais en faire un. Je vais vous parler cette semaine d'une série de livres. Okay. John Dice at the Il a End. réussi à mettre ça en série de livres. Ouais. Il a pas dit pas un, c'est correct. Non, je veux rien que vous parler du premier parce que j'ai recommencé à lire la série récemment. Je suis dans le 2e volume qui s'appelle This Book is Full of Spiders. Le concept de John Dies at the End, là, c'est assez weird. C'est une drogue qui existe que quand tu la prends, ça ouvre les portes de la perception. Tu vois des choses que tu n'es pas supposé. Et c'est 2 espèces de flots un peu idiots, un peu losers, qui se ramassent en possession de ça, John et son meilleur ami. Puis tu les suis dans les aventures où ils deviennent un peu des détectives du paranormal. Et c'est
super trash, super drôle, super funny. Ça a été adapté en film. Le premier a été adapté là, il y a une couple d'années. C'est super drôle, mais c'est vraiment de les lire qui est trippant. Parce que le gars qui écrit ça, c'est James... C'est David Wong. David Wong. C'est un acronyme. Là. Il est allé chercher le nom et le prénom les plus populaires sur Terre. C'était la tête dirigeante du site. Cracked. Cracked.com. Cracked.com, c'est un site qui était écroulé des algorithmes du net. Puis que lui, ce gars-là, a fait fortune avec son site. Puis il s'est fait avoir par les algorithmes de recherche et autres. Puis il s'est écroulé à cause de Google. C'est qu'il est devenu un auteur. Dans les années 90, là, au début du net et même au début 2000, Cracked.com, c'était comme un des sites les plus populaires, genre pour les nouvelles, puis surtout pour les articles de un peu tout n'importe quoi. Là. Puis c'est ça, c'est le gars qui était à la tête de Crack qui écrit ça. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement hallucinant. Écoute, pour vous donner un exemple, il y a un détective qui enquête sur ces gars-là. Puis de la manière qu'il nous est décrit, eux autres, ils l'appellent Morgan Freeman parce que le détective leur fait penser à Morgan Freeman. Fait que dans le livre, il faut que tu t'imagines que c'est Morgan Freeman qui court après eux autres. Puis ils font référence à des films dans lesquels Morgan Freeman a joué. Puis ils le mettent dans des situations où il va faire quelque chose de très Morgan Freeman. Mais tu dis série de livres, c'est combien? Il y en a 3. 3, puis il travaille sur le 4e présentement. Okay. Ouais, puis c'est pas ça, la série de livres qui est écrit. Dans le fond, à un moment donné, il y a quelqu'un, là, son sous-sol est enterré dans de l'eau, puis il y a des requins fantômes qui sont là. C'est qu'ils s'envoient là-bas, puis ils combattent les requins avec des riffs de guitare par rapport. Il y en a un, John, ça s'appelle John Dies at the End, parce que John, qui est comme mort au début du livre, mais que finalement, il revient tout le temps, puis on sait pas pourquoi, parce qu'ils sont capables d'ouvrir des portes, puis ils savent pas pourquoi. Mais c'est vraiment très câble. Les 3 livres sont excellents. Il a écrit d'autres séries de livres qui s'appellent Futuristic Zoe Punches the Future. Ouais, ça, c'est ton deuxième. Ça. En tout cas, il y a une autre série de livres qui est écrite qui va être possiblement adaptée en série TV aussi. Mais John Dies at the End, si vous ne voulez pas le lire, vous voulez savoir de côté absurde ça, si vous avez Amazon Prime Video, tapez John Dies at the End, le film est là. Parce qu'ils ont adapté le premier roman, ils l'ont fait en film, et sérieusement, c'est un... C'est-tu bon? Ouais, parce que je n'ai pas entendu parler. C'est cheap, mais c'est très crissement drôle. Ça respecte bien l'essence des deux drogués. La première scène du film, là, le personnage est en train de tuer lui en zombie. Il est dans sa cour arrière, dans la neige, avec une hache, puis il est en train de se couper la tête à son zombie de lui-même. Puis il dit, je vous pose une question. Si tu as une hache avec laquelle tu es en train de te couper la tête, mais quand tu es en train de te couper la tête, la hache a brisé puis tu as perdu le top. Fait que tu es à la quincaillerie, tu as racheté, au lieu de racheter une hache, tu as rien que racheté un nouveau top que tu as mis dessus. Là, tu es en train de te découper avec cette hache-là. Est-ce que c'est encore la même hache, vu que tu as changé la tête? En tout cas, le film est très cave, là, mais... J'ai rien compris. Mais c'est ça le but, ça commence de même. Mais tu sais, c'est parce que c'est un auteur qui est vraiment bon, puis là, présentement, il est en train d'en revenir sur son vrai nom, il est en train de lâcher l'acronyme David Wong, puis il continue à écrire aussi. Sérieusement, là, ces livres valent la peine d'être découverts, c'est vraiment dans de l'absurde, c'est le fun, puis ce qui est le fun, c'est de le voir évoluer dans son écriture aussi. Moi, je suis un grand fan. Dernière petite anecdote. L'auteur a essayé de se faire publier quand il a écrit son premier livre. Il a envoyé ça à toutes les maisons d'édition. Il a été refusé partout. Puis il s'est dit, je vais le vendre sur Internet. Fait qu'il publiait comme quelques pages. Puis il a dit, est-ce que ça vous tenterait de me backer? Fait qu'avant même que Kickstarter existe, il y avait déjà ce modèle-là. De ça. Puis finalement, ça a été un succès. Il était capable de tout-financer lui-même son livre. Après, il y a eu un deal. Gros deal avec les maisons d'édition. Il y a Dimitri, chose que je ne me rappelle plus, qui a vécu le même problème avec 1934. Son premier roman, c'était 33. Les livres sur 2033, sur l'Holocauste nucléaire en Russie. Là, le gars, il n'avait pas réussi à publier. Il a sorti ça sur le net. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a vu qu'il y a du succès, ils ont publié. C'est sûr, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et puis je vais terminer, moi, avec mon poison. Ça va être rapide. Wonder Woman Black and Gold est sorti numéro 1. Je l'ai lu avec le cover de Yannick Paquette, qui est magnifique en passant. C'est super. Ça ressemble vraiment à probablement ce que vous avez lu dans Superman Red and Blue ou dans Batman Black and White, Harley Quinn Red and Black. C'est plus intéressant. C'est le meilleur. J'ai trouvé le Wonder Woman. Oui, mais je suis pas sûr que Black and Gold, c'est le fun à lire. Genre noir et blanc avec du jaune. Avec du jaune, ouais. C'est un peu même tannant. Tu lis, puis à un moment donné, tu vois qu'il essaie de travailler puis d'intégrer la couleur au récit, puis tu fais comme... C'est plus dérangeant que beau. Puis il manque le rouge. Wonder Woman, le rouge est important dans ce Fait que, je sais pas, dans Red and Blue, sur Superman, ça fonctionne bien. Avec le rouge, je peux faire la peau.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça fonctionne bien dans Superman Red and Blue, si ça fait beau. Tu sais, Batman Black and White, ça fonctionne. C'est du noir et blanc. Le Wolverine Red and Black, là, il était malade. Là. Okay. Le sang que Wolverine en mettait, ils se sont gâtés. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans Harley Quinn, Red, Black and White, ça marchait. Tu sais, il y avait des touches de rouge. Mais Black and Gold, là, c'est bizarre. Ça marche mal. C'est vrai. Il y a beaucoup de noir et blanc. Ouais, c'est noir et blanc. C'est des touches de jaune. Puis tu sais, c'est pas toujours gold. Des fois, c'est gold. Mais des fois, c'est jaune. Puis des fois, c'est... Je sais pas. Moi, ça m'a un peu distrait pendant la lecture. Puis je trouvais ça tannant. Mais les histoires sont écœurantes. C'est comme d'habitude. C'est toujours des petites histoires de surtout, ils vont chercher des bons noms. Même dans ces séries-là, je vais commencer dans pas long, c'est là Deadpool. Là. Il va y avoir Tom Taylor. Il y a Daniel Warren Johnson qui embarque aussi sur Deadpool. Ah non, ça vaut la peine. Il y a du bon monde qui travaille là-dessus. Il y a du bon stock. C'est le genre de stock que si vous avez encore une fois pas envie de continuité puis de merde puis de tout savoir des personnages, vous lisez ça, puis c'est merveilleux. Là, vous passez au travers, puis c'est merveilleux. Mais si on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bye, bye, bye.